Géné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant 2h30, vous allez pouvoir profiter d'Elsa Fayer. Ça c'est cool ça. Titoff. Jérémy Michalak. Gérard Miller. Et Olivier de Kersauzon. Cher Olivier de Kersauzon, puisque vous êtes parmi nous depuis lundi, petit à petit, vous faites connaissance avec toute l'équipe. Hier, vous avez sympathisé avec Stevie et aujourd'hui, je vous présente notre psy. Si vous avez besoin de vous allonger et de raconter vos problèmes, eh bien, vous pouvez vous adresser directement à Gérard Miller qui saura tout vous expliquer sur votre vie, votre passé, les raisons parfois de votre légère agressivité envers les hôtels Latitude, par exemple. Il peut tout vous expliquer, Gérard. C'est une merveille pour moi de me retrouver dans une équipe aussi brillante avec des gens aussi charmants, intelligents, drôles, fins, sensibles, délicats. Puis jeunes. Mais pas très propres. Hein. J'aimerais bien que vous rasiez quand on est travaillé le matin. Ça c'est vrai que ce matin, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon côté un peu marin, d'eau douce, vous voyez. Il essaye de se C'est pour côté loup de mer. je sais pourquoi vous laissez pousser la barbe. C'est pourquoi? C'est pour mieux faire ressortir vos joues. Ah oui, faut que je vous signale que Gérard, qu'hier Christophe Alévèque était là, alors évidemment j'ai eu le droit à mes joues, alors que franchement elles ont beaucoup dégonflé. Je suis un peu comme Monsieur Sarkozy, j'ai beaucoup perdu quand même. Mais non, mais vous êtes très bien. Moi je suis ravi, je vais quand même le dire, de rencontrer Olivier de Kersauzon parce que j'espère qu'il prendra ça pour un compliment. Pour moi, c'est une énigme. Je l'ai souvent écouté à la radio, je le connais de loin et je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. C'est les auditeurs sont en train de perdre les gestes que fait Olivier de Kersauzon, qui est en train d'imiter Gérard sans la voix. C'est pas mal comme imitation. J'ai l'impression pas mal. Et dis-moi Gérard, tu l'as préparé cette phrase ou... Non. Elle est sortie spontanément. Ça fait truc écrit à l'avance. Est-ce que tu savais qu'il y avait Olivier de Kersauzon? Tu t'es dit tiens, je vais lui dire que c'est une énigme pour moi. Que va-t-il me répondre? À partir de là, nous allons partir dans une espèce de non, mais ça me fait plaisir d'émission thématique. Ça me fait plaisir de rencontrer à l'âge plus qu'adulte quelqu'un qui parle comme ma mère. Mais je pourrais être votre mère. Vous allez être surpris parce que moi, franchement, j'ai jamais vu un homme aussi sympathique que parce que voilà, il est ouais, enfin, n'exagère pas. Ouais, il va être énorme. Quel enfoiré. Mais moi aussi, tu sais, attends, en fait, tout ce que j'ai fait sur mer, tous ces voyages, ça servait à rien. J'étais arrivé ici, j'aurais pas bougé parce que, en fait, ici, il y a quelque chose de paradisiaque avec tant d'intelligence, de finesse, de courtoisie, hein. C'est vrai. C'est pas vrai, hein? Franchement, on n'est pas bien ici à Europe 1. J'ai pas rajouté petit con, mais Quelques auditeurs, quand même, nous écrivent. D'abord pour souhaiter un bon anniversaire. Non pas à quelqu'un de l'équipe ici présente autour des micros, mais faut qu'on vous présente là, Olivier, parce qu'on vous l'a encore pas présenté. Les plus belles femmes de Paris, on peut dire, Olivier. Voilà. C'est l'anniversaire de Daniel. Daniel est là. Non, elle ne donne pas. Elle ne donne pas son avis. Daniel est là depuis le début. Elle nous fait chier depuis 10 ans, en gros. Et voilà. Et alors, bon anniversaire. Bon, elle n'est pas forcément en état encore totalement, hein, il faut bien dire. Depuis 10 ans ici, vous vous rendez compte. Elle a un peu baisé tous les chroniqueurs. Donc, elle est disponible, faut dire. Non, franchement. j'ai pas faim, moi. Super bon coup. Un petit mail signé Jean-Pierre. Bonjour, aujourd'hui en écoutant l'émission dans ma voiture, donc c'était hier, Laurent Ruquier a regretté qu'il n'y ait pas de car scolaire jaune comme aux États-Unis. Il n'a qu'à venir en Loire-Atlantique car le Conseil général depuis 1 an a fait repeindre en jaune tous les cars scolaires des différents transporteurs du département et ils sont jaunes comme aux États-Unis. Bah voilà, on ira en Loire-Atlantique pour voir des cars scolaires jaunes comme aux États-Unis. Parce que où est-ce que vous trouvez tous ces trucs-là à cette heure-ci? Pour nous lire des trucs pareils, moi j'ai du mal à être réveillé, mais là, dans un quart d'heure, je décroche. J'ai déjà tâté les bras de mon fauteuil pour voir s'il n'y a pas un truc pour avoir une position allongée. C'est horrible, votre truc de car scolaire. C'est sympathique, les cars scolaires jaunes des États-Unis. Je comprends pas, Laurent. Vous avez donc invité Olivier de Kersauzon pour qu'il vous débine du matin jusqu'au soir. Mais non, j'adore. J'ai jamais vu quelqu'un vous parler avec une telle vivacité. Et vous ne réagissez pas. D'habitude, vous renvoyez tout de suite la balle. Ça avec change lui. des lèches-culs habituels, peut-être. Mais oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Réagissez, Laurent.
Mais non, ça me fait marrer, vous voyez, parce que ouais, ça me fait marrer, moi. Moi, j'aime bien être bousculé, vous voulez que je vous dise. C'est l'humour, c'est pas de la vraie méchanceté. Parce qu'il y a une vraie tendresse entre Olivier et moi. Non, toutes les personnes qui ont travaillé avec vous, je vous déteste vraiment, mais voyez. je sais bien. Mais toutes les personnes qui ont travaillé avec vous, Olivier de Kersauzon, m'ont dit la même chose. Vous êtes, paraît-il, dans la vie, puisque à l'antenne, vous êtes le personnage qu'on connaît, vous êtes extrêmement gentil. Donc, j'aimerais quand même savoir si c'est vrai. Est-ce que vraiment vous êtes aussi gentil qu'on le raconte? C'est une énigme. Moi, je suis un amour. Quand je pense à moi, j'ai les larmes aux yeux. Et puis enfin, Gabriel, qui nous écrit pour nous dire « Je m'étonne de votre vindicte bobo parisienne envers les hôtels Latitude. Nous y avons séjourné... » Il écrit de l'hôpital, le mec, il y a séjourné, non? Nous y avons séjourné une semaine à Val-Escure, près de Fréjus, dans un environnement très agréable, piscine, golf, restaurant de bonne qualité, grande chambre avec terrasse, lit extra large, mini-bar et services divers. Pour mémoire, ils font partie du groupe Pierre et Vacances et c'est un bon rapport qualité-prix dans leur catégorie 3 ou 4 étoiles. Signé le directeur. Non, signé Gabriel. Ah ouais. Alors, vous voyez, hein, peut-être qu'ils vont revenir vers nous, les hôtels Latitude, parce que... Ils sont partis? ils ont arrêté. On va dire qu'on est en négociation. Pourtant, franchement, une bonne promo, hein. Ah, c'est drôle. Ah, C'est la première fois qu'on parlait autant d'eux. Vous n'êtes peut-être pas au courant de l'histoire, Gérard, mais lundi, on a tenté pour la première fois d'offrir autre chose que un filet garni avec des bouquins à vous, des vieilles merdes, des et là, la direction de repas dit voilà, pour la rentrée quand même, ils ont fait un effort, ils ont trouvé un parrain, un sponsor, les hôtels Latitude. Et ce n'est pas Monsieur de Kersauzon d'ailleurs qui a démarré, c'est Claude Sarraute qui a attaqué en disant c'est pire que les hôtels Mercure, ce qui est pas sympathique pour les hôtels Mercure, mais encore moins pour les hôtels Latitude. Et c'est devenu un petit feuilleton dans notre émission. Et bon, ils sont moyennement contents, mais ils devraient comprendre. Mais c'est dommage, hein, parce que c'est la tradition Francis Blanche. Francis Blanche, quand il était à l'antenne, avait l'habitude de commenter les publicités, ça les refaisait. Gérard, on nous a demandé de faire jeune aussi. Laurent, ouais, ça on parlait. Alors c'est en début d'année. Laurent, plus proche, il y a eu Carglass. Regarde, ils ont même des pubs à la télé maintenant. Eh oui, c'est vrai. Non, Gérard, si vous pouviez éviter. Europe 1 veut plus du tout parler de son passé. Non, fini. C'est pas vrai. Enfin, Francis Blanche, vous voyez, c'est pas. Ah d'accord. Voltaire, Molière non plus. Donc tout ce qui a dépassé grosso modo l'âge de Stevie. D'accord, je commence. Okay. J'ai vu Starac, c'était génial. Je sais pas si vous regardez Star Academy, Olivier de Kersauzon, mais c'était formidable. Enfin, même là, c'est un gars. Non, je vais pas. Même là, t'es un gars, c'est arrêté, c'est fini, Star Academy. C'est la dernière année. Mon incroyable mari ou qu'est-ce que c'est? Fiancé. Mon incroyable fiancé. Vous avez vu ça, Olivier de Kersauzon? C'était génial. Il va Je veux pas me dire, mais poser j'ai des questions sur tous les détritus de la télé longtemps, lui, là. Ouais. Il lui fait rire, ça me fait, tu sais, c'est comme la rentrée des classes quand il y a un mec qui veut se faire copain avec toi. Il est arrivé avec son cartable, il a super envie de se faire copain avec Olivier de Kersauzon. Allez, on a pris un peu de retard. Dans un instant, on va jouer avec Estelle et Gilles. À tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner. Et comme promis par Laurent Ruquier avant la pub, on joue maintenant avec l'actu. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Estelle, vous êtes à Premesque dans le Nord, c'est bien ça? À Prémec, oui. Premesque, on ne prononce pas le S, donc Non. c'est près de Lille, j'imagine, parce que tout est près de Lille dans le Nord. Ben oui, non, c'est pas très loin, en toute sincérité. À combien de kilomètres à peu près? Oh, une Cinquantaine. petite dizaine. Une dizaine, oui, donc c'est vraiment la banlieue de Lille, donc Voilà. La Premesque. proche campagne. La campagne même, alors on dit carrément. Ah, vous connaissez Stevie alors peut-être? Non, pas personnellement. Ah non, parce que c'est un rural, Stevie. C'est vrai. Depuis hier, on a appris la ruralité de Stevie. C'est le symbole de la campagne. Qu'est-ce que vous faites à Premesque? Je suis infirmière. Infirmière. Ah, on aime bien ça, les infirmières. C'est un joli métier, un joli travail. Faites des piqûres. Ça m'arrive, mais bon, pas que ça quand même. Estelle, vous allez affronter Gilles, qui lui est à, putain, les noms aujourd'hui, Venheim. Ah, vous faites chier aujourd'hui. Hein. C'est dans le Haut-Rhin. Voilà, dans le Haut-Rhin, oui, Vunheim. Bonjour. Bonjour Gilles. C'est les derniers de la liste en général. Vous êtes alsacien, Gilles. Voilà, c'est ça. Avez-vous l'accent alsacien? Un petit peu, quoi. On s'entend pas là. Vous faites quoi dans la vie? On va Un voir. peu. Hein, je suis commercial. Commercial, ça veut dire quoi commercial? Vous vendez quoi? Je
vends tout ce qui est visserie, chevillage pour les artisans. Chevillage pour les artisans. Ah, bon, très bien. Et ça veut dire quoi, chevillage? Je sais pas, mais je fais Ouais, Enfin, chevillage. et on passe à la question. C'est des choses en mur, quoi. Non, mais Ça, c'est un truc en radio. C'est un truc en radio, tu fais l'air intéressé. Tu fais et hop. Alors, la question du jour. À l'arnaque. Quel âge vous avez? 42 ans. Non, 27 ans. 27 ans. Moi, je suis commercial, mais par contre, pour Elsa Fayer, je fais du bouche à bouche, par contre. Ah, bah voilà. Vous êtes intéressé par les... C'est bon à savoir, on sait jamais. C'est bien d'attaquer comme ça, discret, tout en finesse. Il y a la grippe en ce moment, on fait gaffe. Hein. Ah oui, il vaut mieux la prendre dans le vrai direct, toi. Aucun contact, Titoff. Ah bon, même pas. Non. Il y a pire que la grippa et que la rougeole, c'est la roseline. Oh merde. Ah, la bachelotte. La roseline, c'est pire que la rougeole. C'est une maladie contagieuse. Tous les jours, on risque de la choper, la roseline. C'est dégueulasse, la roseline. Moi, j'ai eu la rougeole quand j'étais gamin. Je pensais pas avoir la roseline un jour. Et ça fait quoi? Tu rigoles bizarrement quand tu chopes la roseline? La roseline. J'en peux plus de la roseline. Il y a pas de vaccin contre la roseline. Ah ouais. Tous les jours, j'essaie de zapper, d'éviter, je change de chaîne. Non, je tombe toujours dessus. Ah ouais. C'est quand même assez terrible. Gilles, Estelle, est-ce que vous êtes prêts à répondre à la première question? Oui. Alors attention, la voici. D'habitude, c'est rouge. Et demain, on s'apercevra que c'est bleu. Qu'est-ce qui va être bleu demain au lieu de rouge d'habitude? Les feux de circulation? Non. On s'arrêterait à un feu bleu, par exemple. Pourquoi pas, ouais. C'est un peu agressif, le rouge. Tu vois? Moi, je connais bien tout ce qui est feng shui, tout ça. Bleu et vert. La lune rouge, non? Quoi? La lune. La lune, elle va passer bleue, là, demain, comme ça, d'un seul coup, du jour au lendemain. Tout à fait. Bon. Non. Non. Est-ce que c'est... Soyez sérieux. La mer? La mer rouge. La mer noire. La mer rouge n'est pas rouge, Olivier de Kersauzon. Ah bon? Faites confiance. Vous parlez à un grand marin. Je m'en suis rendu compte hier. c'est la première fois que ça change de couleur? Je pense que, si vous voulez, là où on va le voir. Non, mais bien sûr. Vas-y. C'est quoi? Mais c'est le maillot de l'équipe de France. Le maillot de l'équipe de France. Ils vont jouer en... J'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Oui, il l'a déjà dit. Ouais. Tu l'as déjà dit, tu t'es... Ouais, mais je joue samedi. Ouais, je joue samedi, puis c'est pas ça du tout. D'accord. Vous imitez très mal l'accent alsacien. Oui, c'est vrai qu'en banlieue. Est-ce que c'est décoratif? Décoratif, oui, mais c'est aussi un petit côté utile. Quand même. Ça va être repeint? Non, c'est pas repeint, c'est simplement ils ont changé la couleur. C'est un logo. L'écran, non? Non, pas un écran. Non, mais on commence à se rapprocher. Est-ce que toute la France va le voir? Des millions de Français pourront voir des millions ça. de Français, ceux qui suivent l'actualité en tout cas, oui. Éric Besson? Comment ça, Éric Besson? Il était rouge et devenu bleu? Non. Le caleçon de Pierre Bénichou, non? Le caleçon de Pierre Bénichou. Expliquez là, monsieur. Non, je sais pas. C'est pas un objet de consommation. Ah, on est des rigolos dans le chevillage. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. On sait toujours pas ce que c'est que le chevillage, mais moi je vois bien qu'on y rigole. Hein. Non, c'est la nouvelle technique. On insulte les auditeurs. On se moque de leur accent, de leur ville. Mais Olivier de Kersauzon, vous avez un impact sur cette émission incroyable. Putain, ça, il veut se refaire copain encore. Il veut pas te parler. Tu sais, laisse-le tranquille. Il sent la récré qui approche, il veut pas rester seul. Attends-moi la récré. On n'a pas attendu Olivier de Kersauzon pour se moquer gentiment des auditeurs. Déjà là, littéralement. Déjà l'année dernière avec Fabrice Eboué qui reviendra, qui continuera ce boulot. C'est les gens. C'est ça le boulot. Faut bien que quelqu'un le fasse. Parce que nous on ne fait pas de bon cœur, parce que Dieu sait qu'on les aime nos auditeurs. Ah ouais. On se force parfois. Mais enfin quand même, de temps en temps, ils pourraient répondre aux questions des auditeurs. Voilà, on cherche. Hein. C'est un objet de consommation ou pas? Du tout. Pas du tout. C'est d'accord. Vous en avez chez vous, hein, mais celui-là, il est bien officiel, bien. Ah. Les extincteurs. Est-ce que ça serait pas un Larousse? Un Larousse. Non, un dictionnaire. Un dictionnaire. Non. Non. Le Larouge. Je vais vous dire où ça se passe, peut-être ça va vous aider. Alors, demain, une fois n'est pas coutume, il sera non pas rouge, mais bleu dans le Calvados. Ah. Est-ce que c'est vraiment ça va? Est-ce que c'était important que ça soit rouge? Traditionnellement, il est rouge. Traditionnel. Les ambulances, la croix des ambulances. Et là, Chacun en a chez soi. Ouais. demain, dans le Calvados, La croix des ambulances. il sera bleu. Non. C'est pas le Père Noël? Non. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain dans le Calvados? Le Calvados, c'est C'est important. une fête?
Bah, au moins, géographiquement, c'est important. Si je vous dis la ville exactement, ça va trop vous aider. Là. Ah, d'accord. Voilà. Il faut les trouver parce qu'après, il y a l'invité mystère quand même. Là. C'est quelque chose qui se mange. Non, Gérard, ça ne se mange pas. Vous m'avez demandé, je crois, si ça se boit. tenait Dans la main. dans la main. Non, c'est plutôt sous le pied, vous voyez. Ah, les semelles. Sous le pied. Les crampons. Non. Chez toi. L'asphalte. Non. Des ampoules. Alors là, quand même. Ah, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire. le festival américain. Le festival du film de Deauville. Tapis bleu au lieu de tapis rouge. Tapis bleu au lieu de tapis rouge. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Aidez quand même. Mise sur la voie. Ah là là. Pourquoi ils font ça? C'est dur pour vous, Estelle, Ah ouais. ça. Ah ouais, non. Ah ouais. Tout le boulot. Ah, tout le boulot, non, parce que quand même Deauville, c'est bien dans le Calvados, hein. Si je, enfin quand même, il fallait deviner effectivement que c'était le tapis rouge du festival du cinéma américain de Deauville, qui demain ne sera plus rouge, mais sera bleu. Voilà. Les invités, les vedettes américaines, les stars américaines vont arriver à Deauville sur un tapis bleu au lieu d'être rouge. C'est perdu, Estelle et Gilles. Oh, Oui, je peux passer le bonjour quand même. Non, non, t'as perdu. C'est dommage, il y avait un week-end à l'hôtel Royal à gagner. On vous embrasse, mais vite fait le petit message, Gilles. Ouais, allez, j'embrasse mes parents, ma sœur Estelle qui m'écoute, mes 2 filleuls, et puis tous mes potes, et surtout ceux du foot de l'ASBH. Très bien, c'est fait. Estelle, on vous embrasse aussi. Merci à tous les deux. Vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. Ça arrive, je savonne. Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit pour l'instant, je n'ai pas envie de grand-chose à part d'une bonne bouteille de vin? Jean-Louis Borloo. Non. Ça aurait pu, mais c'est pas lui. Quelqu'un qui en a été privé? Quelqu'un qui en a été privé? Non, je ne crois pas spécialement, mais qui ne peut pas en abuser, ça c'est sûr. Ah, c'est quelqu'un qui est de religion. C'est sportif. Gasquet? Non, c'est pas Richard Gasquet. Dommage. C'est un tennisman. Judoka. Alors, judoka, non, c'est du tennis. Qui a gagné hier? Qui a gagné hier, non. C'est un Français. Mauresmo. Qui a perdu hier? Mauresmo. Amélie Mauresmo, bonne réponse de Gérard Miller. Elle ne cache pas qu'elle réfléchit à une retraite sportive, Amélie, parce que c'est vrai que là quand même ça commence à être un peu du rail à chaque fois qu'elle veut jouer. Bon, les Français... Si, Gaël, mon fils, quand même, a passé le premier tour. Ah, Gaël, mon fils... Ah bah voilà, mon fils a passé le premier tour. Voilà, il est bien ton fils. Vous jouez au tennis, Olivier de Kersauzon? Non. Vous ne faites aucun sport en dehors de la voile. Tu veux pas continuer ton baratin, là sur d'autres choses et me foutre la paix? Non, c'est parce que je m'intéressais à vous, je me disais... Ouais, je m'intéressais à toi, tu vas le regretter, donc... je me disais, si il y a une compétition sportive où je pourrais l'inviter, on reçoit des invites de temps en temps. tu te les gardes, les invites. Je me disais, est-ce que je l'emmène voir un match de foot, un match de tennis, je sais pas, du sudoku, j'en sais rien, moi. Je m'intéresse à pas mal de sports, mais ça me passionne pas. Moi. Ah non. De toute façon, je peux pas les suivre. Là, j'habite toujours loin, je sais pas ce qui se passe. En Polynésie, il y a bien des sportifs, quand même. Ouais, mais moi, j'ai pas de télé, pas de radio, là où je suis, j'ai rien. Ah, rien du tout. Ouais. Même pas un ordinateur internet pour nous écouter de temps en temps. Non, exagère pas quand même. On va vous manquer quand même. Vous repartez dans 8 jours. Moi, j'avais jamais écouté quand j'ai décidé de venir ici, tu vois, c'est pour te dire. C'est pour ça. Il s'est même pas quitté, en fait. Il a découvert ton prénom il y a 2 jours. Si je savais qui vous étiez, ce que je vous avais vu à RTL une fois dans le temps, mais c'est tout. Attends, pas m'embrouiller le cerveau avec des trucs. Non. Mais je sais pas, moi j'essaie de vous faire plaisir. Tais-toi. J'essaie de vous faire plaisir. Continue ton petit commerce douteux. Gérard, il a rentré son goûter dans son cartable. J'essaie de vous faire plaisir, voyez, parce il veut plus être copain, ça y est. Voyez, moi j'essaie de faire plaisir. Je me dis, bon, il y a encore une semaine avec nous la semaine prochaine avant de revenir en novembre, peut-être, j'espère. Je me dis peut-être qu'il va rester une semaine de plus si on lui fait plaisir, on sait jamais. Oui. Alors voilà, vas-y, Elsa, vas-y. Je voulais vous. Qu'est-ce que je peux C'est faire? ton rôle. C'est à toi de jouer. Là. Alors je vous présente des. C'est un marin, tu sais faire les nœuds coulants ou pas? Je vous présente des jolies filles. Je vous invite à des compétitions sportives. Tiens, par exemple, là, on va passer un disque. Si vous voulez, je vous donne le choix entre. Vous aimez la musique au moins? Non, j'aime pas la musique. On n'a pas écouté David Guetta. Je sais pas, les Rolling Stones. David Guetta. Rolling Stone, c'est bien. Ah, ou Thomas Dutronc.
non. Les Stones. Thomas Dutronc, je sais pas qui c'est. C'est le fils de Jacques Dutronc. Moi, j'avais compris que ça pouvait être, mais j'ai jamais rien entendu de lui. Donc c'est une chanson inédite qu'on n'a jamais passée sur cette antenne qui s'appelle Comme un manouche sans guitare. Non, c'est pas vrai. Elle est pas mal. Déjà, Gérard, il nous a filé le cafard. Là, on revient un an en arrière. Non. Ouais. Alors, les Stones pour Olivier de Kersauzon. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Elsa Fayer, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question Bernard Madoff. Si tu réponds bien, tu peux piquer le salaire de Bénichou. Génial. C'est la question. En parlant de Bénichou, il a bien chanté Mick Jagger. Hein. C'est pas la question Titoff, c'est la question Madoff. Et justement, je vais vous demander si vous avez entendu parler de Thomas Mougard. Oui. Thomas Mougard a été blanchi. Il bénéficie d'un non-lieu. Mais qui est Thomas Mougard bénéficiant d'un non-lieu? On le connaît sous un autre nom. Non, on ne connaît pas sous un autre nom. C'est son vrai nom, Thomas Mougard. Mais on connaît l'affaire. C'était le gendre de Madoff. Non, c'est pas le gendre de Madoff. Il est proche de Madoff. De Madoff, non. Mais de Jérôme Kerviel. c'est-à-dire c'était l'assistant de Jérôme Kerviel. l'assistant de Jérôme Kerviel. Bonne réponse. De Titoff et Jérémy Michalak. Effectivement, les juges estiment pour l'instant que Jérôme Kerviel aurait agi seul. Non seulement qu'il a menti à plusieurs reprises à sa hiérarchie, c'est ce que les juges ont pu conclure jusqu'à maintenant, même si les avocats ont réussi à faire passer l'affaire jusqu'en cassation. Mais Thomas Mougard, lui, l'assistant trader de Jérôme Kerviel, Thomas Mougard, lui, a bénéficié d'un non-lieu. Il est blanchi. Les juges qui l'avaient mis en examen pour complicité d'introduction de données frauduleuses dans un système de traitement automatisé, ont conclu que Jérôme Kerviel avait agi seul. Tant mieux pour Thomas Mougard. Tant pis pour Kerviel. Vous savez qu'on dit maintenant mis en cause. Comment ça va s'imposer. Dans les nouvelles mesures, on dira plus. Avant on disait inculpé, après on a dit mis en examen. On trouve que mis en examen c'est encore trop fort et que les gens pensent qu'on est coupable, donc on va dire mis en cause bientôt. Mis en cause. Si c'est accepté, mais c'est dans les nouvelles propositions. C'est dingue. Le nombre de politiques qui ont été mis en cause, par exemple. C'est ça. C'est assez fou. Drôle, hein. C'est plus doux. Thomas Mougard, assistant trader. C'est curieux quand même. Alors, il serait tout seul à savoir ce qu'il faisait. Tout seul. Kerviel. Des navigateurs solitaires, des traders solitaires. Il est breton en plus, Kerviel. Ouais. Vous le connaissez peut-être. Ouais, bien. Ouais. C'est vrai? Ouais, je fais des affaires avec lui. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que vous avez beaucoup d'argent placé en bourse et tout? Énormément. Ouais. Ah ouais? Mais pas sur les bourses européennes. La Polynésie, c'est un paradis fiscal? Non. Non, mais la Polynésie, c'est près de Hong Kong, c'est près de... Et puis de toutes ces bourses sud-américaines qui sont pas du tout surveillées. Il en sait des choses, hein. Voilà, c'était le conseil en fraude fiscale du jour. Je remets mes menottes. Je ne voulais pas vous mettre en cause, monsieur de Kersauzon, mais quand même, c'est fou que ce breton Kerviel ait agi tout seul pour l'instant et que les juges n'aient pas trouvé un petit complice ou quelqu'un dans sa hiérarchie qui aurait pu... Par contre, tous les supérieurs, ils ont tous démissionné. Hein. Mais ce qui est amusant, c'est que on évoquait la justice, c'est qu'actuellement on évoque le juge d'instruction comme l'homme le plus puissant de France. Selon la célèbre formule, on s'aperçoit que le trader, si c'est vrai, c'est l'homme le plus puissant de France. Quelqu'un qui est capable de jouer à ce poste-là avec autant d'argent, si c'est vrai qu'il était seul, vous imaginez la puissance des traders parfois. C'était ma remarque. Titoff, tu me regardes parfois. Non, mais je veux pas jouer avec toi. Je veux pas jouer avec toi. Je continue de t'aimer. Tu es toujours mon copain. Mais il parle très bien de vous, hein. Parce que Himer, elle m'a dit, tu viens, demain, tu vois, aujourd'hui c'était pas mal, mais demain il y a Miller qui vient, tu vois, c'est formidable. C'est formidable. Ouais, et t'as raison. J'aime bien comme mon fils parle de sa mère, c'est bien. La région Auvergne a une semaine pour prouver quelque chose. Pour prouver quoi? Qu'est-ce que doit prouver la région Auvergne en une semaine? C'est la ville qui va le mieux recevoir toute l'équipe d'Europe 1. Que c'est la région idéale pour implanter les hôtels d'altitude. Parce qu'en Auvergne, à part regarder le cul des volcans, on se fait chier grave. Non. Alors justement, non. C'est sur le site internet du Conseil régional de l'Auvergne que on peut voir quelque chose qui fait qu'aujourd'hui ils doivent nous prouver, enfin pas à nous, ils doivent prouver aux Américains que aux Américains. Allez-y. Je sais, c'est une espèce de parodie de l'île de la Tentation qu'ils ont faite sur l'Auvergne et ils doivent prouver que c'était antérieur à l'île de la Tentation ou que ça ressemble pas du tout. Exactement. Je vais vous accorder la bonne réponse, Elsa. Quel talent.
Sur le site internet de la région, on peut lire « Bienvenue, c'est l'Auvergne de la tentation ». Et Ça me fait marrer, moi. Je trouve ça génial. Et les Américains sont pas contents parce qu'ils disent L'Auvergne de la tentation. là vous copiez notre jeu, l'île de la tentation, et donc la 20th Century Fox C'est dingue quand même. Ça, c'est très beau. C'est assez dingue cette la histoire. 20th Century Fox accuse l'Auvergne de plagiat. Voilà. Et les Auvergnats ont on va tenter de le prouver. On n'a pas copié l'île de la tentation. C'est un tentateur, ça c'est quoi? Non, c'est Giscard. Quoi, j'ai confondu. C'est une de ses meilleures imitations. Est-ce que vous avez déjà fait à Olivier de Kersauzon? C'est bien, hein? C'est pas ma faute, c'est Jacques Maillot qui m'a appris. Et encore, t'as pas eu Fernandel, hein? Ah non, attendez, il va faire Fernandel. pour Olivier. Fernandel, je fais pas Fernandel. Non, Bourville, écoutez c'est Bourville. Bourville. Vas-y. Ah, pardon. J'ai cru que c'était connaît pas, Fernandel. Je ne ferai Bourville à monsieur de Kersauzon. S'il vous plaît, Non, écoutez. que si vous êtes sage, Olivier. Il y a pas plus sage que moi. Oh bah là. Ah, magnifique. Quel talent. Bravo. Mais vous n'avez pas tout vu dans cette émission. Ah, mais là, c'était un grand moment de radio, là. Vous n'avez pas mais tout là. vu. Parce que si on insiste un peu, il y a quelqu'un qui peut être encore plus ridicule que moi, c'est Gérard Miller. Il imite qui? Parce qu'il tient une imitation, Gérard, c'est Jean-Paul Belmondo. Ça, c'est vrai. Ah non, mais il faut que je la prépare. Il faut que. Gérard, Ah non, franchement, il faut que je la prépare. Je peux pas. Allez, Gérard. Rentrer en Allez, vacances. allez. Faut que vous Attention, me- il fait Belmondo dans l'état où Belmondo est aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, ouais. Il le fait qu'à moitié. Non, on en parle. Tout à l'heure, on va parler d'un film avec Belmondo. Peut-être qu'on fera l'imitation à ce moment-là. Ah d'accord, vous me le promettez, hein, Je Gérard. promets jamais rien, mais peut-être. Oh, s'il vous plaît, Gérard. Bon, ok, ça va. Bon, allez. Tu sais, normalement, Bon. quand tu fais un teaser à la radio. Ah si, ça arrive. Allez, Gérard. allez. Ça nous fait plaisir. Vous voyez qui fait Fernandel? Bon, Je suis ça sûre va. que tu le fais bien. Je fais ta première partie, si tu veux. Oh non, on est une bande d'imitateurs ici, mais dingue. Ok, c'est bon. Bonjour, c'est Richard Agassier. Ah, mais non, sur ma veste, c'est pas de la cocaïne, c'est des pellicules. Elsa peut très bien imiter Samantha Fox. Bon là, C'est pas très audible, mais aujourd'hui, c'est un peu. Dis donc, ça a dégonflé, Elsa. Ouais. c'est pas bizarre. vrai. Qu'est-ce qui s'est passé Mais je sais pas. C'est Qu'est-ce c'est qu'il l'été, y a j'ai fondu. C'est l'hiver. L'hiver, ça dégonfle. Bon. Ah, Ah ouais. c'est fou ça alors. Vous remarquez ma poitrine et vous ne remarquez même pas l'inscription qu'il y a Non, on dessus. s'en fout. C'était très amusant. I love Michael. On Jackson. s'attend. Forever. Ah bah Bah oui. oui, parce qu'il est C'est un enterré bel hommage aujourd'hui. plastique. Bah, il adore ça, lui. C'était ce qui nous rassemblait. L'autre jour dans l'émission, on a appris à l'occasion d'un drame terrible aux États-Unis qu'une jeune femme avait été identifiée parce qu'elle avait été totalement découpée de partout par son Grâce à ses criminel. prothèses. Grâce au numéro. Je savais pas qu'il y avait un numéro de. Vous avez un numéro vous? Ah non, je crois pas. Ah, bah, si, Ah si. peut-être, Numéro remarquez. Je sais pas, 6. j'y ai pas fait gaffe. On peut vérifier, on peut Attends, Oh là regarder. là, je peux te pister alors Attends, maintenant. lève le bras, il y a un code barre. T'imagines en cas de panique, en cas de fuite, t'es obligé de te découper, tu les balances. et tu Non mais je cours vous ta jure, vie. vous devez avoir un numéro. Il y a un code barre et la date de Terrible. péremption. Cherchez bien, il y a un numéro, je vous jure que Non, Je mais regarderai à la maison, je vous le donnerai, c'est pas comme des- ça vous pourrez C'est me retrouver. Absolument, C'est pas des comme vrais toute prothèse, c'est une prothèse. Donc évidemment que toutes les prothèses sont numérotées. Ah, Non, mais voyez, c'est vrai, possible. c'est pas des vrais? Non, bah, tu le savais pas, t'es le seul. T'es le seul à pas y au avoir monde touché. à Ah, pas le savoir. Je te crois pas. Alors Olivier, ça va, c'est... Non, parce que Non, par j'étais... contre, tu peux partir avec lui, Je suis peut-être désolée. s'il a perdu son zodiaque ou quoi, toi. Il me brisait mon cou, on était en train de se rapprocher gentiment alors que Gérard a perdu quelques kilomètres. Et voilà, vous me cassez mon cou comme ça, c'est méchant. Non, mais on voulait savoir s'il y avait un numéro, c'est intéressant au cas où. Mais je regarderai, je vous le Au cas transmettrai. où on vous perde, moi je suis ravi de savoir que vous êtes tatoué avec un numéro. Je pourrais lancer un appel. C'est gentil de votre part. Voilà, on recherche, on Ibar, numéro 3212. Bon, voilà. Non, Mais je prends ça comme une attention. On s'est un peu éloigné de l'Auvergne, je dois dire, mais c'est pas plus mal. Nous y serons de toute façon le 24 septembre à Clermont-Ferrand. À tout de suite. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Et c'est la suite, on va gêner sur Europe 1, bien entendu. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'émission en appelant le 3921 ou en allant sur le www.europe1.fr. Europe 1, La question Jones. que Bénichou ne va pas comprendre.
Pourquoi certains vont-ils se relever cette nuit à 4 heures du matin? Pourquoi certains vont-ils se relever cette nuit à 4 heures du matin? C'est pour une émission de télévision, quelque chose qui passe à la télévision. Avec un décalage horaire. Avec un décalage horaire. Bravo Gérard. Ouais. Ça c'est déjà un bon raisonnement, vous voyez. Alors, c'est une Et c'est aux émission États-Unis. américaine. Oui. Non, mais Et c'est c'est l'enterrement de Michael Jackson. L'enterrement de Michael Jackson. Ça va être à 4h du matin chez nous. Eh oui. C'est aujourd'hui à 19h heure locale, 4h du matin demain en France. Enfin, j'allais dire, l'enterrement de Michael Jackson, puisqu'on est parti en vacances, il était déjà mouru. Ouais. On revient, il est pas enterré. Mais oui, c'était Alors, hibernatus. Alors quand même, c'est assez étonnant quand même. Je ne sais pas si vous avez lu dans Le Monde d'hier, il y avait une page entière sur le fameux médecin, et notamment heure par heure, sinon minute par minute, les médicaments qu'on lui a donnés le jour de sa mort, les bras vous en tombent. C'est-à-dire que Mais les siens aussi. Ah non, Il était fatigué. Non, justement, il n'arrivait pas à dormir, donc tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, et ce médecin donc a été acheté parce que Michael Jackson le voulait à domicile. Il touchait quelque chose comme 100 000 euros par mois. 105 000 euros, le médecin, pour être là. Et toutes les heures, il lui a filé des médicaments, dont le fameux médicament qu'il a tué. Il est médecin, il donne des médicaments, c'est normal. C'est impressionnant. Vous en donnez des médicaments parfois à vos malades, Gérard, non? Oui, bien sûr, souvent. Les psychanalystes, surtout non médecins, donnent sans cesse des médicaments. Non, mais enfin, quand même, vous allez leur dire de temps en temps un petit Prozac, un petit... Oui, pour rendre service, vraiment comme ça. Mais tu voulais quoi, là? Je veux savoir. Allez, dites-nous ce que vous avez tué. Vous l'avez raconté, l'horrible blague. Est-ce que c'est le psychanalyste le plus efficace, hein? Ah oui? Ah oui, c'est une séance, les gens reviennent plus après. Quelle blague, Gérard, sur Michael Jackson? Sur Michael Jackson, qui est horrible. Alors, je vais mal la raconter, mais... C'est pas grave, c'est ça qu'on aime. Raconte-la avec, en imitant Rebelle. Non, mais c'est pourquoi Michael Jackson va être incinéré. Parce que comme il est entièrement en plastique, on va ensuite faire des Legos pour que les enfants continuent de jouer avec lui. J'ai peut-être pas bien raconté, mais c'est ça l'idée. C'est con, c'était pas mal en plus. Elle était bien racontée, elle doit être drôle. Tu devrais faire un livre de comment mal raconter les blagues. En tout cas, il va être enterré avec les lettres de ses enfants. Ça c'est émouvant quand même. Et il sera inhumé avec des lettres d'adieu de ses 3 enfants. Et c'est la chanteuse Aretha Franklin qui va rendre un dernier hommage au roi de la pop. Je sais pas si c'est retransmis sur une chaîne de télé. C'est con parce que Frédéric Mitterrand va pas pouvoir faire les commentaires. Là, maintenant qu'il est ministre, il aurait pu... Est-ce qu'ils vont faire un flash spécial au milieu de la nuit pour ça? Ouais, c'est la question. Est-ce qu'ils vont passer le clip, tu sais? Quel clip? Thriller. Ça serait bien qu'ils reviennent. Le mauvais goût absolu, tu sais. Ouais. Ça c'est assez chouette. Bern, ils peuvent prendre Stéphane Bern peut-être pour commenter l'enterrement de Michael Jackson. Mais je suis pas sûr que ce soit la pop music. C'est pas le roi, c'est le roi de la pop. Stéphane Bern, c'est le roi de la pop. Non, Michael Jackson. Oui. Mais c'est pour ça que je dis que Stéphane Bern, c'est pas sûr que ce soit le spécialiste. Ouais, mais c'est un roi à sa façon. À mon avis, il préférerait faire l'enterrement de Prince, par exemple, qui est pas encore mort. Bien sûr, mais là, non, je sais pas qui ils vont prendre pour Frédéric Mitterrand. Vous voulez pas faire le commentaire de l'enterrement de Michael Jackson, Olivier? Je m'intéresse pas beaucoup au foot. Le mieux, alors, c'est peut-être pour lui rendre hommage d'écouter un petit titre de Michael. On rit tous les après-midi sur Europe 1, tout ça grâce à qui? Laurent Ruquier, bien sûr, et à ses complices aussi. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Et dans un instant, nous aurons au téléphone Jérôme Negroni. Qui est Jérôme Negroni? C'est la question que je vous pose. Je vais quand même vous donner une précision. Jérôme Negroni est maire en Corse. Et dans un instant, il témoignera au téléphone. Je ris parce que Titoff et Olivier de Kersauzon sont partis ensemble dans le couloir. Je ne sais pas quoi faire et ils reviennent. Je vais répéter la question pour vous. Qui est Jérôme Negroni que nous aurons au téléphone dans un instant et qui est maire en Corse? Non, qui est? Donc, c'est un lien de parenté. Pour quelle raison? Voilà, formulez bien les questions. Allons-nous parler avec lui, Gérard? Dites-vous parler autrement, Gérard Miller. Hein? Oui. J'essaye de faire comme vous, Olivier. Ouais, on peut pas faire comme moi. Mais je n'arrive pas, oui. Ça correspond pas à votre douceur, votre finesse et votre intelligence. C'est vrai.
Ben, c'est monsieur Negroni qui est maire en Corse. Voilà, Oui, on sait c'est ça, ça. d'accord, mais si je parle avec lui dans un instant et si je vous en parle... C'est pour le punir. Non, il est maire en Corse et il a le droit d'ailleurs à Il va nous parler dans quelques instants. Oui, il va nous parler. Et il a le Donc c'est droit pas de choses très importantes. Et il a le droit quasiment à une page entière dans France Soir aujourd'hui. C'est sur les incendies. Il a été élu. Comment ça, il a été élu? Élu maire. Élu légalement, je veux dire, normalement. Alors, il a été élu. Il a été élu. C'est ça la particularité en Corse, non? Allez, commencez pas à faire des vannes pourries sur mes amis corses. Hein. Ah oui? Le maire. D'ailleurs, on a toujours du mal à capter Europe 1 dans le sud de la Corse. Hein. C'est vrai? Eh ben oui. Moi, les copains ils veulent écouter, ils peuvent pas. Donc on pourra continuer à aller C'est un là-bas. message. Donc oui, on peut. Donc on peut continuer à dire des conneries alors. Tu pourrais y aller en fait. Autant la Corse du Nord, ils Les sont gens vraiment t'adorent. intègres, autant en Corse du Sud. Il a une particularité physique. Mais c'est moche la Corse du Maire. Sud, non? Une particularité physique, pas du Non. tout. Il est en photo là, Ouais. dans France Soir aujourd'hui. C'est pour la campagne qu'il a menée que... Non, pas spécialement. C'est pour les mesures qu'il va prendre? Non. Il y a un rapport avec Yvan Colonna. Non. Bon alors attention, San Lorenzo, la commune dont il est maire, est une petite commune. Je sais pas si vous connaissez San Lorenzo, Oui. mais c'est 106 habitants l'hiver, 3 fois plus l'été. Bon, d'accord, mais voilà. C'est il y a- pas très loin de Sartène. Peut-être, Gérard, peut-être. Il est super jeune. Il est trop jeune. C'est-à-dire. Il a pas l'âge d'être maire ou il a été élu. Il a l'âge d'être Il a maire. 18 ans. Et c'est donc Bah, le plus jeune maire de Corse. De C'est fou, de hein. France. Et de raisonner carrément. comme ça avec des faux seins comme ça, je trouve ça extraordinaire. On va réviser ton cerveau, toi, tu vas voir. Le plus jeune maire de France. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Et quel âge il a? 20 ans. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. C'est incroyable d'être maire à 20 ans. Vous avez pris la succession, non pas de votre papa, mais de votre grand-père. C'est bien ça? C'est exact, qui est décédé à la suite d'une longue maladie le 28 juillet dernier. Des élections ont été organisées. On n'est pas au Congo. Ça s'est fait. Ah oui. Ça s'est fait légalement. Légalement. Combien de voix vous avez eu sur les 106 habitants? 71, mais il y avait 139 inscrits. Hein. Et combien de jours vous avez mis Attendez, pour dépouiller 139 inscrits sur 106 habitants. Ouais, c'est ça. Normal. Ah, mais vous savez, chez nous, beaucoup sont en résidence secondaire au village et habitent à la ville, sur Bastia Il y notamment. en a quelques autres qui sont même pas du tout en résidence par là, qui sont plus loin. Il y a des vedettes dans votre village? Non. Non, il n'y a pas de stars parisiennes qui viennent passer l'été chez vous? Non, c'est un village un peu retiré, donc on n'a pas de people, ni de stars, ni de personnalités politiques qui viennent. Tranquille, vous êtes... Et tant mieux. Vous êtes tranquille. Et qu'est-ce Tranquille. que vous allez faire à 20 ans? C'est quoi les premières mesures que vous allez prendre pour votre village? Ben écoutez, nous on va se positionner pour tenter de garder notre agence postale au village, étant donné que sur le plan national, les agences de la poste sont menacées dans le milieu rural. Donc ce sera notre première mesure. Ensuite, Bonne mesure. on espère que ça marchera, qu'on ira au bout de nos convictions. Et ensuite, il y aura une autre école qui a été refaite à Neuf il y a 2 ans, donc on va essayer de la pérenniser. Vous êtes de quel parti politique? Écoutez, j'ai pas d'étiquette. Hein. Pas d'étiquette à 20 ans. Quand il était en colonie de vacances, oui, mais à 20 ans. Mais une école dans un village... Ses vêtements. On reconnaît ses vêtements sans problème. Mais une école et une poste dans un village de 106 habitants, c'est étonnant. Parce que c'est une école pour plusieurs villages autour. Exactement. Ah oui. Tous les enfants du canton y viennent. Donc on a la chance de l'avoir. Il va falloir tout faire pour la garder, la conserver. Et à 20 ans, vous allez arrêter vos études, du coup, pour vous consacrer à la mairie Mais ou pas? écoutez, moi je travaille déjà depuis 1 an. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je suis journaliste sportif. Journaliste sportif. Enfin, il faut dire quand même, Elsa, qu'un maire d'un village de 106 habitants ne touche presque rien. Il a une petite indemnité. Ah bon Oui, c'est extrême. Tu peux absolument pas vivre, même quand tu es maire Non, de ville je peux beaucoup pas plus vivre. importante. Ça dépend où. Et il se situe où votre village? Alors c'est dans l'arrondissement de Corté, je pense que vous devez connaître. C'est à 25 minutes de Corté, hein, dans l'intérieur de l'île. Il n'y a pas de délinquance chez vous? Non. Non, du tout. Tout le monde s'entend très bien. Vous en voulez? Tout se fait en famille. Tout se fait en famille, exactement.
Bah, on vous remercie, Jérôme Negroni. Merci à vous. Vous avez d'autres ambitions, je sais pas, parce que parfois on part de la Corse, on a 20 ans, hein. Et puis, je sais pas, vous voulez peut-être un jour devenir député, Écoutez, pour empereur, l'instant, ça m'a pas effleuré l'esprit. Hein. je sais pas, président, empereur. Non, pas encore. Pas encore. Non, pour le moment, je compte me consacrer entièrement au village, dévouer aux habitants, tout ça. Après, on verra pour plus tard, je pense. Mais c'est pas encore un objectif. Hein. Vous êtes marié à 20 ans, Jérôme? Non, pas encore. C'est bon pour les gonzesses d'être mère à 20 ans? Est-ce qu'il y a des gonzesses déjà dans le village? Oui. Il y a 3 vieilles dames sur le banc là-bas. J'en fais partie. Et vous allez pouvoir sortir en discothèque, enfin faire des choses de votre âge en étant mère, ça devient compliqué, non? Et Jack Languis-Gênes. C'est vrai. Si c'est pas loin de Corté, à Corté, il y a une fac, non? Si je... Oui, il y a une fac. Il y a 3000 étudiants Ah bon. à la fac. Donc, bon, ça nous laissera du temps. Vous savez, c'est pas non plus la mairie de Bastia ou d'Ajaccio. Hein. Oui. C'est une petite commune. Ça laisse toujours le temps. À quelle heure vous arrivez à la mairie le matin? Ils y vont pas tous Vers les 9h. jours. Vers 9h. À quelle heure vous repartez? En ce moment, 18h. Ah, quand bah, même! alors, tu vois, il y a du boulot. Ouais, Gérard avait l'air de dire que vous foutez rien. Vous dormez tant que ça. On se repose. Allez, on vous applaudit, on vous remercie, on vous embrasse. Bravo, Jérôme Negroni, maire de San Lorenzo en Corse, le plus jeune maire de France. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Olivier de Kersauzon, Gérard Miller, Elsa Fayer, Jérémy Michalak et Titoff. Bravo Titoff, vraiment. Sans oublier Hélène, Franck, qui sont prêtes à jouer et à vous affronter dans le deuxième challenge du jour. Bonjour Hélène. Bonjour. Pourquoi vous vous marrez, Olivier? Vous avez vu le ton que j'y mets, la conviction? Hein? Ouais, je vous trouve formidable. Ça, c'est un animateur, vous voyez? Ah ouais, je vous trouve formidable. Ah, oui, j'y crois encore. Vous êtes le seul réveillé autour de la table, c'est vachement... c'est vachement touchant quand même de voir un mec qui se démène, qui sautille, pour que ça bouge et tout, puis on est tous en train de pioncer complètement. Non, c'est vachement bien. C'est pas faux. Humainement, c'est d'une beauté. Je me sacrifie pour vous, vous voyez. Non, puis oui, puis en plus c'est très touchant. Une ruche où tout le monde dort, il y a une abeille dehors. C'est magnifique. C'est un spectacle magnifique. Et d'ailleurs, on compte bien le prolonger jusqu'à la fin. Hélène, aidez-moi, Hélène. Vous avez vu un peu comme ils sont. C'est vrai qu'ils sont un peu endormis aujourd'hui, mes camarades. Très bien, ça me. Ah, vous aussi, vous êtes. Moi, ça m'arrange. Vous êtes plutôt du genre. Ah bah oui, pour répondre à la question plus vite qu'eux, ça va être parfait, ça. Voilà. Vous êtes à Blainville-sur-Orne, dans le Calvados. C'est juste à côté de Caen, oui. Ce département où demain un tapis deviendra bleu au lieu d'être rouge. Vous allez aller à Deauville pour le festival du film américain? Ah non, demain je pars en vacances. Ah, vous partez en vacances. Où est-ce que vous partez demain? Je pars en Écosse. En Écosse. Ça, alors, c'est sympa de quitter la pluie de la Normandie pour aller en Écosse. Ça changera rien, hein. C'est bien sûr. Ouais. L'année prochaine, ils vont faire l'Irlande. Pourquoi vous avez choisi l'Écosse? Parce que ça va faire du bien à mon anglais, parce que c'est joli. Vous allez où exactement en Écosse, Hélène? Hôtel Latitude. Je pars, je sais pas où je vais. Welcome to the beautiful Hotel Latitude. With ghosts in rooms. Non, je sais pas, c'est à l'arrache, comme on dit. À l'arrache, elle part à l'arrache Voilà. en Écosse. Très bien, Hélène. Comme une aventurière, une grande aventurière que vous êtes. Franck est à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà un pays de bateau, Conflans-Sainte-Honorine. Ah oui. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Ah bah oui, il y a des péniches à Conflans-Sainte-Honorine. Je crois que c'était la capitale de la pantoufle, moi. Non, il y a des jolies péniches. Ah non, c'est la batellerie. La batellerie, c'est pas la marine. Ouais, mais enfin bon, il y a de l'eau. C'est un sujet, je vous ai déjà dit de pas vous approcher de ça. Ça vous enlève tout talent. Ah, c'est vrai? En général, sur le reste, vous êtes parfaitement brillant, mais dès que vous touchez à la mer, au bateau, ou même au péniche, ça, vous êtes... Je suis du Havre. Pas bon. Quand même, je suis du Havre. Mais enfin, mais vous n'êtes pas de la bonne partie du Havre. Ça, c'est dégueulasse. Comment ça, je suis pas de la bonne partie du Havre? Non. Oh là, ça y est, là. Attention, hein. Attention, là, il faut pas rigoler. De mon balcon, on voyait la mer. De loin.
Mais on voyait ma mère. Elle étendait le linge sur le balcon. Ça veut rien dire, hein. De l'appartement de Titoff, on voit la Bibliothèque nationale, c'est pas pour ça qu'il nie. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites, Franck, à Conflans-Sainte-Honorine? Jardinier. Jardinier à Conflans-Sainte-Honorine. Mais jardinier municipal? Non, dans une société pour les terrasses. Vous allez chez les particuliers et vous leur plantez des oignons, des Dans les entreprises. Des oignons, des plantes. Vous leur plantez l'oignon, vous leur gavez le pot. Qu'est-ce que vous faites encore? Ah non, c'est vachement bien. Vous dégorgez le poireau. Ouais. On connaît, hein. Parce que nous, on a Joujou, par exemple, il fait jardinier, mais à Paris, quoi, dans les appartements, tout ça. Mais lui, il met juste des bottes et un short, quoi. J'ai pas demandé à Hélène ce qu'elle faisait dans la vie, d'ailleurs, en dehors de partir en vacances. Je suis étudiante en biologie marine. En biologie marine, ah bah voilà, là ça vous, calme. vous y connaissez alors. Vous avez peut-être une question à poser à Olivier de Kersauzon alors. Bon, on est tous les deux à la mer, mais on n'est pas du même bord non plus. Ah bon, pourquoi? Vous non plus. Parce que nous, on est dessus. Voilà, lui est dessus, moi je suis en dessous. Bah c'est normal. Voici la question, Hélène et Franck. Écoutez bien, ils vont tenter d'aller plus vite que vous. Remarquez, aujourd'hui, c'est pas sûr, hein, mais quand même, attention, la question n'est pas facile. Qu'est-ce qui va être annulé? Et même, je peux vous dire, qu'est-ce qui est annulé, puisque la décision est prise. Qu'est-ce qui est annulé le 25 septembre prochain pour cause de risque de propagation du virus H1N1? Pas un match de rugby? Pas un match de rugby. Un concert? Un concert. Madonna. Un concert au Grand Rex à Paris. Un concert de Michael Jackson. Un concert qui devait avoir lieu le 25 septembre au Grand Rex à Paris a été annulé à cause du risque de propagation du virus H1N1. Ce concert a une particularité. Un chanteur? Les gens auraient été plus en contact les uns avec les autres. Ça, c'est la question que je me pose. Je sais pas. Ce sont des Américains qui devaient venir? Non. Des Français. C'est des Français. Français. C'est quelqu'un qui est dans le cœur des Français, mais qui n'est pas français au départ. Canadien? Italien? Canadien, non. Italien, non. Suisse, non. Belge. Non, mais Belge, non. Le Rex, c'est très grand, mais c'est pas non plus les lieux des grands concerts. Ah, quand même, c'est grand. C'est grand, oui, c'est très grand. On appelle ça le Grand Rex, même. Hein. Oui, oui. C'est pas le Zénith. Mais ça reste une petite salle pour un grand concert. Voilà. Demis Roussos, bonne réponse. C'est bizarre. Bonne réponse d'Hélène. Ah bah voilà. Faut dire, quand on s'appelle Hélène, c'est normal de répondre à propos d'un chanteur grec, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Mais alors quand même, expliquez-moi Hélène, puisque vous avez trouvé la réponse, pourquoi on annule un concert de Demis Roussos pour cause de risque de propagation du virus H1N1? Peut-être le virus s'accroche au poil. Mais il en a presque plus. Là quand même, c'est une énigme, Gérard. Hein? On peut penser à autre chose, quand même. On peut penser que, oui. La salle n'était pas pleine. Ouais. Parce que Oh, merde, on annule. Non, franchement, j'en sais rien, je trouve ça débile, mais bon, à part ça... Non, parce que c'est dommage pour tous les fans qui avaient réservé leur place. C'est peut-être une salle un peu grande. C'est ça. C'est dommage, surtout, c'est que c'était dans le filet garni, quoi. Ah oui, on vous offre des places pour le concert de Demis Roussos le 25 septembre au Grand Rex. Non, c'est quand même curieux. C'est bizarre. Ouais. C'est peut-être aussi une vieille salle et que le système d'aération est pas génial. Demis Roussos, c'est une vieille salle. Non. Le Grand Rex. Le Grand Rex, Rex, c'est très vieux. Ils disent que c'est à cause des mauvaises ventes et que du coup la grippera ce sera un prétexte. Enfin bon, apparemment ils savent pas trop non plus. Ah voilà. Ah voilà, ouais. C'est là quand même où les organisateurs de spectacles sont fortiches quand même. C'est que le mec qui a pensé trouver le prétexte de la grippe pour annuler le concert de Demis Roussos parce qu'il n'y avait pas 10 payants, c'est quand même un optimiste le type. Parce que comme tous les jours il y a des gens qui vont au Grand Rex au cinéma. Bien sûr. Dans toutes les salles du Grand Rex, il y a personne qui bronche et le type dit tiens, on va annuler parce qu'on va dire que c'est à cause de la grippa. Et ben voilà, il y a quand même des mecs optimistes. Bravo, Demis Roussos chantera donc au Sentier des Halles parce que là il y a rien à craindre et il sera au point virgule le lendemain. S'il arrive à passer la porte. Non mais c'est la réalité. Oui, ça doit être... Vous avez gagné Hélène, le filet garni. Oh le suspense. Dans le filet garni Hélène, vous avez gagné le livre de José Arthur Au plaisir des autres. Chez Michel Lafon. Ah la chance. Le livre
D'Eliette Abécassis, Séfarade, publié chez Albin Michel. Très bon livre. Ah oui, très bien. Moi, j'aime beaucoup Eliette. Moi aussi. 2 places pour aller voir Le Cri de la Fourrure. Ah bah vous voyez qu'il est programmé, Laurent. À la Cette Comédie de mauvaise Paris. langue. À la Comédie de Paris, Gérard l'a vu, il a adoré. Ça, c'est bon signe. Des places de cinéma que vous pourrez, en plus, alors là vous allez pouvoir en profiter quand vous reviendrez d'Écosse et que vous serez à nouveau dans le Calvados. Vous pourrez aller voir le dernier film de Woody Allen, Whatever Works. Bien. Le film Joueuse avec Sandrine Bonner. Ouais. Et puis des tas d'autres livres, des laissez-passer pour aller au musée si vous passez par Paris avant d'aller à Édimbourg. Bref, tout ça dans un filet garni. Hélène, vous êtes une chanceuse. Merde. Bravo. Est-ce que je peux juste dire un petit mot? Oui, bien sûr, Hélène. Alors déjà, je voudrais dire que j'aime beaucoup Gérard Miller parce qu'il a souvent raison. Merci. Et j'aimerais bien qu'il s'exprime un petit peu plus, notamment sur les sujets comme la loi Adopi, où il a vraiment eu les bons arguments, je trouve. On va annuler le cadeau, Hélène, on est désolé, mais ça, on peut pas Merci, tolérer. Hélène, c'est très gentil. Pour une fois. Comme quoi, toi, t'es pas le seul communiste. Hein. Mais je suis pas communiste. Ah bon? Non, mais ça fait Mais plaisir de voir quand même qu'il y a des gens qui aiment Gérard Miller et qui se sauvent vers l'Écosse tout de suite après. Et sinon, j'aimerais juste dire aussi bonjour à toute ma famille qui m'écoute, à mes grands-parents notamment, et puis à l'entreprise de mon époux. S'il pouvait me le rendre de temps à autre, ce serait sympa. C'est quoi l'entreprise de votre époux? C'est Sogeti. Ça ouais, fait 1 an qu'on est mariés, ça fait 1 an qu'il est barré. Ah, c'est peut-être pas ça. Et tu vas voir, ils vont le foutre au chômage et puis tu vas le voir toute la journée. Voilà. Hélène, merci à vous, bravo. Franck, vous tenterez votre chance une autre fois. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. 1. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Où peut-on voir, et cela inquiète les professionnels, du wenching et des chocs actuellement? Où peut-on voir actuellement du wenching et des chocs, ce qui inquiète les professionnels? Ne prenez pas ça comme une critique, mais votre accent est ce qu'il est. Est-ce que vous pouvez épeler? Les lettres en français, tu les donnes. Hein, Wenching. Wenching, W-R-E-N-C-H-I-N-G. Je vois pas comment le prononcer autrement. Ah, c'est bien. Wenching, Bien dit. franchement. Quant à chocs, C-H-O-K-E-S. Et est-ce que c'est donc de la lutte? Alors oui, ça a un rapport avec Wrench. avec du catch. Oui, Et donc, où est-ce qu'on en voit en ce moment? Dans les matchs de catch? Non, justement. Dans les cours de Dans les récré. écoles. Dans les cours de récréation. Bonne réponse. Dans les écoles. Elsa Fayer. C'est terrible d'ailleurs. Quel talent. Et oui, depuis que le catch est redevenu à la mode, les parents et les professeurs s'inquiètent parce que les enfants s'amusent dans la cour de récréation. Sauf Gérard Miller. Si, wrench, c'est la lutte. À enchaîner les prises de combat. Alors le wenching, c'est quand l'attaquant. Est-ce que vous l'avez bien essayé sur Gérard, Olivier? C'est Non, quand, non. c'est quand l'attaquant enroule ses bras autour du cou de son adversaire au sol pour l'empêcher de respirer, voyez. Et chocs, c'est l'étranglement, chocs, voyez, Ouais. voilà. Même les magazines de catch, avant, il n'y avait même pas de magazines de catch, il y a des revues et tout. Pourquoi le catch est-il redevenu à la mode Il y en a sur toutes les chaînes. Hein. chez les gosses? On ne sait pas, il y en a sur toutes les chaînes. Vous regardez? Ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que c'est un spectacle absolument étonnant quand même. Moi, quand j'étais enfant, je regardais du catch parce qu'il y avait du catch sur la télévision française, et ça m'avait vraiment frappé. C'était qui vos catcheurs préférés? L'Ange Blanc, L'Ange c'était Blanc. cette époque-là. Ah ouais, ouais. Comment il s'appelait celui à la moustache Je là? me souviens plus du Ah. tout. Bellemare, Pierre Bellemare. Mais c'était Hulk Hogan. Couder. Quand Hulk j'étais Hogan. enfant, c'était Couder qui c'était vraiment bien. Et quand j'ai vu sur les télévisions, effectivement, du câble ou ailleurs des matchs aujourd'hui, c'est très coloré, ça ressemble Bah oui, aux super-héros, ça exactement. ressemble aux super-héros de Marvel, oui. Oui, c'est sûr que les télés sont plus en noir et blanc. Quoi. Ah bah bien sûr. Et moi, j'ai connu qu'une seule chaîne même. En tout cas, voilà, les matchs de catch sont énormément à la mode en ce moment et les enfants reproduisent. C'est le problème, ces jeux dangereux. Encore, est-ce que c'est vraiment dangereux? Ah Bah si, ouais, c'est quand super même, ouais, dangereux. c'est super violent le catch. normal. Ah ouais? Ouais, bah, tu sais, moi je suis psychologue, fait qu'à pas me dire, pas m'emmerder quand même. Ah, c'est normal, c'est ça en plus. Ah oui? Voilà. Entre le jeu du foulard et les le gens catch. les gens se battent
se cherchent, se mettent des pressions, se mettent en danger, c'est normal et c'est sain. Est-ce que vous arrivez en tenue et tout à l'école ou pas? Avec la cagoule. Tu faisais pas ça quand t'étais petit, tu prenais ton blouson et tu l'accrochais pour mais faire quand il y une avait cape une de bagarre dans la super-héros. cour d'école et qu'on se mettait tous autour en train de crier du sang, du sang. Ouais, c'était vachement bien quand même. Là, ça a fait des hommes comme ça. Regardez Olivier, regardez-moi, c'est tout ça. Nous, on est de la différents. génération où les cours d'école étaient grâce du sang des enfants. Et bien sûr. Ah oui? Ah oui, c'était un vrai monde. On se faisait engueuler quand on rentrait à la maison parce qu'on était couverts de sang, en général, Ah ouais. du sang des autres. Moi, je peux Ah pas ouais. savoir parce que je ne sais pas pourquoi j'étais à l'école des filles, moi. Je vous jure. C'était ça alors. C'est vrai, il y avait plus de, je vous jure, c'est vrai. On était que 3 garçons, alors évidemment. Ah c'était ouais. pas- Et c'était- qu'est-ce qu'ils sont devenus les deux autres? Il y en a un qui est sur France Inter et l'autre sur RTL. J'ai une autre question qui va vous plaire, Gérard Miller, parce que je sais que vous aimez ce genre d'histoire et ça se passe à Saint-André-les-Lilles, dans le Nord. Et là, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Yvan Vontergem. Il habite exactement Meurchin, dans le Pas-de-Calais. Et ce monsieur Yvan Vontergem... Pourquoi vous donnez l'adresse? Il n'y a aucune raison que quelqu'un est chez lui. C'est des trucs à la con, ça. Vous donnez l'adresse précise de bled que c'est même pas marqué sur la carte. Si, quand même, Il porte un pull à rayures. Les choses du 41. 1m72 Voilà. et sa voiture est immatriculée. C'est au cas où vous voudriez aller à Meurchin. Je veux dire, c'est Bah c'est oui. sûrement joli, Meurchin. Il collectionne des queues de tigre ou quoi? Meurchin dans le Pas-de-Calais. Et là-bas, il a en plus un magasin de bricolage, monsieur Yvon Cheviry, oui. Vontergem. Et alors, il lui est arrivé une histoire assez insensée qui fait qu'il est à l'honneur dans la presse aujourd'hui. Pourquoi parle-t-on d'Yvon Vontergem, habitant Meurchin et ayant un magasin de bricolage à Saint-André-les-Lilles? Est-ce que c'est lié à un client qui est venu le voir pour lui demander quelque chose de particulier? Du tout, du tout, du tout. Il a découvert quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Dans sa... À toi, Elsa, parce qu'est-ce qu'il qu'on a quand même souvent... Alors il a découvert quelque chose de d'utile. Non, c'est pas En tout bon. cas, pas moi. Je te renvoie la balle, Gérard. Vas-y. Est-ce que c'est dans son magasin, justement, qu'il a Non, découvert c'est ça pas dans son magasin, c'est en sortant de son magasin, là, il lui est arrivé. C'était Ah samedi. ouais, c'est le mec qui a trouvé 100 000 euros. C'est le mec qui a Bravo. trouvé 100 000 euros. Non, mais attendez. Oula. C'est pas suffisant, ça, de trouver 100 000 euros. Qu'est-ce qu'il a fait, surtout? Il les a Il rendus. les a rendus. Il les a rendus. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Jérémy Michalak. Samedi après-midi, ce gérant d'un magasin de bricolage de la banlieue lilloise inspecte les déchets près de la benne à ordures de son établissement. Et là, que se passe-t-il? Oui, Pierre Bellemare. vous êtes bien, Pierre. Non, vous êtes vraiment bien. C'était samedi après-midi. Je mets un coup de pied dans un sac. Il me le rend. J'entends un bruit métallique et je tombe sur une boîte à biscuits. À l'intérieur de la boîte à biscuits, il y avait plein de liasses de billets de 100 ou 50 euros bien rangés. J'ai eu l'impression de trouver un trésor. Il y en avait pour près de 100 000 euros. Oh, c'est génial. Devant le bricorama de Saint-André-les-Lilles, Yvon avoue qu'il a eu un moment d'hésitation. Ah, sans blague. L'article est très bien écrit. Hein. Ah ouais, ouais. Mais lui, il a rendu parce qu'il était dégoûté, il n'y avait pas de biscuits dedans. Je me suis dit que j'avais dans les mains le camping-car dont j'ai toujours rêvé. Ah oui, c'est beau comme image. Bah ouais. 100 000 euros, le camping-car. Là, tu dans les y mains. vois le camping-car dont il a toujours rêvé, monsieur Vontergem. Mais au milieu d'Elias, une enveloppe portait un nom et une adresse dans la région de Lille. Ah. Et le commerçant choisit de se rendre chez les propriétaires de cette petite fortune. Un couple de personnes âgées, le mari hospitalisé et l'épouse qui entre en maison de retraite. Ouais, donc ils ont rien à faire avec 100 000 euros. oui, là, Mais si, ça va payer les soins. C'est leur fille qui ouvre la porte. Ce dernier prend la précaution de l'interroger avant de parler de sa découverte. Mais on sait jamais. Vous aimez les biscuits? C'est quoi votre marque préférée? Ah bah ouais, quand même, il est pas con, le mec. Il ne va Bah pas oui. se débarrasser comme ça des, Ah bah oui. des 100 000 euros, tu vois. Il fait une Il y enquête. a une enquête, investigation, Qu'est-ce quoi. que tu fais comme gâterie pour 100 000 euros? Ah oui, classique. Alors la jeune fille, elle doit pas être jeune, la fille, parce que ils sont retraités déjà. Elle connaissait l'existence de cette boîte, mais on ignorait le contenu, explique le commerçant. Ce sont des gens qui vivaient très modestement et qui ont mis
80 ans à accumuler cette somme, peut-être pour financer leur maison de retraite. Alors que la maison doit être vendue, des proches de la famille ont débarrassé les lieux samedi matin. L'un d'eux a dû abandonner la boîte en fer au milieu des encombrants du magasin de bricolage sans vérifier le contenu de la boîte à biscuits. Oh, le con. Je sais que beaucoup de gens auraient gardé l'argent, dit Yvon. Mais si avec mon épouse, on perdait toutes nos économies en fin de vie, nous serions heureux qu'on nous les rapporte. Bravo, monsieur, bravo, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La fille des propriétaires salue l'honnêteté d'Yvon. Et lui a offert la boîte. Je lui dois une reconnaissance éternelle. C'est pas suffisant, ça. On s'en fout de la reconnaissance. Elle lui a pas donné un petit billet? Je ne savais pas qu'il existait encore des hommes comme ça. Nous non plus. Yvon, très sollicité depuis sa découverte, s'avoue un peu gêné par l'agitation suscitée autour de cette histoire. C'est pourquoi nous n'en ferons pas trop nous-mêmes autour de ce fait divers. Il n'a pas reçu de récompense, mais il réclame rien. Il a vite oublié son vieux rêve de camping-car avant de reprendre son activité de gérant de magasin de bricolage. Que tous ceux qui pensent que j'ai eu tort m'envoient 5 € et je pourrais faire... Eh ben, on va le faire, on va le faire. Il dit ça, oui. Que tous ceux qui pensent que j'ai eu tort m'envoient 5 € et je pourrais faire un superbe don à la banque alimentaire. Il est vraiment con, alors. C'est pas pour s'acheter son camping-car? Non, c'est pour le redonner à quelqu'un. Pour le redonner encore. Ah ben non. Ah non, c'est Jésus, là. Il est sympa, Yvon, quand même. Hein. Ah ouais. Ah non. Quand même, c'est génial de trouver 100 000 € dans une décharge sauvage. Mais le cas de conscience de se dire je le rends pas, c'est tellement beau, 100 000 €. Vous les auriez rendus, vous aussi, Olivier, hein? Je me serais même pas posé la question une seconde. Ah oui, j'aurais rendu immédiatement. Bien sûr. Surtout s'il y a l'adresse dedans. Vous aussi. Putain, l'adresse, ça n'a rien à voir, ça s'est mélangé, c'était même pas eux, quoi, tu vois. C'est vrai, en plus. Bah oui, j'ai trouvé le portefeuille dans sa poche, mais ça ne prouve pas que c'est le sien. C'est beau, moi. Non, pour 100 000 €, faut rendre. Ah ouais. Ah oui? Au moins la moitié. 20 millions d'euros, ça se discute. C'est pareil, c'est sûr. 20 millions d'euros, il faut jamais. 100 000 €, moi, j'avoue, j'hésiterais un peu. Non. Parce que tu rêves d'un camping-car, toi, en plus, donc. Non, c'est pas ça, mais quand même 100 000 €, Gérard. Avec le nom et l'adresse de son propriétaire. Le nom et l'adresse. Le nom et l'adresse. C'est un peu suspect, quand même. C'est mal écrit. Ouais. T'arrives pas à lire. T'es pas obligé de le voir. Faut trouver des petites raisons, tu vois, c'est, oh là là, oh, je les connais, oh. Pendant la guerre, ils ont pas été honnêtes, ces gens-là. Ah non. Mais surtout, 100 000 €. 100 000 €. D'abord, comment ils les ont eu? Est-ce qu'ils les ont eu honnêtement? mais c'est pas honnête d'avoir du liquide. Est-ce que c'est de l'argent 100 000 déclaré, €, ça argent liquide, c'est pas clair. C'est Ouais, même bien sûr. Surtout si ça fait 80 ans, je peux te dire, il y a carrément des anciens francs, tu vois, dans la boîte. Ah ouais. Non, mais c'est là où c'est intéressant d'être psychanalyste, parce que tout de suite vous vous dites, bon, c'est un acte manqué, donc en fait, s'ils ont perdu cette boîte, c'est qu'ils ne la voulaient pas vraiment, donc aucune raison de la rendre. Oh là là, le psy, arrête. Un acte manqué. Ils oui, étaient un même acte plus manqué. là. Moi, je dis pour avoir 100 000 € comme ça d'argent en liquide, ils ont dû être psy, c'est tout ce qu'ils ont pu faire. Non, mais par contre, ça fait plutôt style, tu peux tomber dans une maison de trafiquants de drogue, par exemple. Ça va bien être le bol de Richard Gasquet, ça encore. Il trouve 100 000 €, il veut les ramener, il frappe à la porte. C'est un dealer. Ah non, c'est des pellicules. C'est pas de la cocaïne. Et moi, grâce à Eden Schroeder. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Olivier de Kersauzon, Jérémy Jojo Michalak, Gérard Miller, Titoff, la seule fille, Elsa Fayer. Et maintenant, on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge, Bonjour quel Laurent. plaisir, aujourd'hui vous revenez avec un bêtisier bourre de lapsus, gaffes et autres bafouillages. Voilà, j'ai résumé 2-3 mois de vacances. Enfin, j'ai repris depuis le printemps deux trois choses qui étaient quand même intéressantes. Alors, ça vient d'un peu partout. Hein. Il y a du journal télévisé, il y a des émissions de divertissement, il y a de la Real TV. Voilà. Il y a beaucoup de conneries qui ont été dites pendant notre absence, même quand on n'est pas là, il y a des gens qui continuent à dire des conneries alors. Et oui, et ça nous oblige à rester à l'affût pendant l'été. Et oui, Kouchner notamment. Vérifions et écoutons tout ça. Ce sont des zones extrêmement difficiles à atteindre pour les pompiers. Cette nuit, les incendies ont doublé de volume. Leur équipement flambant neuf n'y change rien. Mais le Pax n'a rien de paisible, ni d'apaisant. Il y a un trou de balle dans le stabilisateur arrière gauche. Alors madame, si je vois bien, vous êtes enceinte? Pas du tout. Il y a aussi savoir faire face au racisme et l'écologie, agir pour la planète. Je sais que c'est des thèmes qui vous intéressent si vous êtes un peu plus grand. Christophe Willem est avec nous. Alors, un deuxième album. Et vous bougez beaucoup sur scène. On vous voit aller dans le public, on vous voit aller partout. Y a-t-il beaucoup de débouchés dans le secteur? Il y a plus de bouchers que de boulangers.
pilote d'un 767, le même que Egypt Air, est-ce que vos passagers doivent craindre quelque chose? Oui, je suis... Pascal Obispo, un troisième, j'ai compris. Au bistrot, non? Obispo, vous avez dit. Quel est le but essentiel pour vous de ces 20 propositions? Essayer d'accroître le chômage des jeunes. C'est une province chinoise, certes, mais les Yougourts ont toujours pensé que c'était chez eux. Ce sont des musulmans, les Yougourts. Avec le cancer, quel autre signe du zodiaque occidental commence par un C? Le Sagittaire. Pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Moi, je pense que Cindy, c'est une star du hit. C'est que je suis têtue comme une moule et... Comme une moule? Dites-moi, vous êtes prêt à quoi pour garder votre secret? Je suis prêt à tout. D'accord. Il croyait qu'il y avait une entourloupe. C'est pour ça qu'il a refusé en fait. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans ce journal Nathalie Baye et Diane Curtis qui viennent présenter à Bruxelles un nouveau film, La Baule, les Pins. Qu'est-ce qui représente pour vous Nicolas Sarkozy? Un ami avant tout et puis aussi quelqu'un qui m'aide à penser, un petit maître à penser. C'est ça, Domenech, c'est un guignol. Un mot pour dire que les obsèques de Raymond Domenech auront lieu aujourd'hui. Voilà, ils auront lieu cette... Elles auront lieu. C'est la deuxième heure d'On va se coucher. Je vais être confrère journaliste parce que je connais d'autres confrères qui, eux, ni si on peut... Je vais le dire, je vais y arriver, ni sont pas arrivés. Voilà. Merci Serge pour tous ces bafouillages. Merci à vous. Les obsèques de Raymond Domenech, c'était les obsèques de Raymond DeVos, dont parlait le journaliste, et c'est Bruce Toussaint qui a annoncé les obsèques de Raymond Domenech au lieu de celles de Raymond DeVos. Ça, c'est pas mal. Et c'est vrai que Bernard Kouchner s'est trompé. Il fallait dire Ouïghour au lieu de yogourt. C'est bon. Mais en même temps, on connaissait pas tous très bien cette région de Chine où il y a eu des émeutes. Non, d'un autre côté, on n'est pas tous non plus ministres des Affaires étrangères. Donc. C'est pas faux. C'est vrai aussi. Enfin, il est pas obligé de connaître toute la géographie. Bernard Kouchner. Il y a un minimum quand même. Ah ouais. Exagérer. Vous les connaissez, vous les Ouïghours? Je suis pas ministre des Affaires étrangères. Vous non plus, certes, mais enfin quand même, vous avez voyagé, vous avez certainement navigué. Si c'était en bord de mer, vos yogourts, je les connaîtrais, foutez-moi la peine. Donc un ministre des Affaires étrangères doit savoir. Voilà, alors Monsieur Kouchner, voilà, il a C'est très décevant de sa part. Bon, Moi, un de mes préférés, c'est quand même, je suis têtu comme une moule. C'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ça, c'est dans Secret Story, effectivement. Vous en préparez d'autres, Serge, et vous revenez lundi? Je vous signale qu'elle a été mignonne aussi. Y a-t-il beaucoup de débouchés dans le secteur? Et l'autre répond, il y a plus de bouchées que de boulangers. Très drôle, ça. Oui, et Diane Curtis, bien sûr, vous aurez rectifié vous-même, il s'agissait de Diane Curis. C'est un pauvre journaliste belge qui a écorché le nom de la réalisatrice. À demain, vendredi, je vous dis lundi. Demain. Pourquoi lundi? À demain. Demain, vendredi, Serge. Bravo. Qu'est-il arrivé au président Rupia Banda, président zambien, qui fait qu'il a ordonné qu'on chasse les singes de l'enceinte de sa résidence? Il était dans sa résidence et tout d'un coup la fenêtre était ouverte et un singe est entré et s'est emparé de ce qu'il était en train de manger. Non, plus de 200 singes vivaient dans les jardins du palais présidentiel jusqu'à ce que monsieur Rupa Banda ordonne hier que les singes vivant dans l'enceinte de la résidence soient transférés dans un parc. Pour quelle raison? Ils ont fait forniquer? Non. Non. La rage? Non. Une maladie? Non. Il l'attaquait? Non. Le bruit qu'il faisait? Non. Et d'un seul coup, il en voulait plus. L'attaquer, c'est pas le mot, mais il s'est passé quelque chose. Ils se sont mis à picoler. Pas picoler. Ils sont vidé le bar, ouais. Non. Ils ont glissé dans la piscine. Ils ont détruit quelque chose. Vous voyez qui c'est, le président zambien? Oui, très zambien, monsieur Rupia Banda. Bon, oui, alors, il était là, monsieur Banda, et il y a un rapport avec son nom de famille, non? Du tout. Et jusque-là, les singes étaient là, allaient en liberté dans le palais. C'est sexuel ou pas du tout? C'est pas sexuel, encore que pour certains, on va dire c'est une forme de déviance sexuelle. Ils étaient pédés, c'est des singes pédés? Non, mais c'est vrai qu'il y a ils ont commencé à se jeter sur d'autres animaux. Non. Alors oui, ils ont voulu faire une partouze avec un rhinocéros. Non. Peut-être que je peux quand même vous préciser que monsieur Banda organisait ce jour-là une conférence de presse et donc il répondait aux questions des journalistes. Les singes sont mis à répondre. Pardon? Les singes ont refusé de répondre. C'est sont jetés sur les singes. Ils ont commencé à faire des trucs obscènes avec les micros comme des sextoys. Non. Ils se sont mis à rire ou à applaudir. Non. Vous avez déjà vu un singe rire? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça rit un singe. Bien sûr. Évidemment. Ça rit
comment un singe? Bah, comme vous. Attends, si Elsa le fait bien. Non, c'était le dauphin. Ah, pardon. Sorry. Alors quoi, ils se sont pas jetés sur les journalistes? Non, ils sont pas jetés sur les Ils sont journalistes. emparés des documents de la conférence de presse. Non, le président Rupiah Banda est là. Il a, monsieur Banda, il a les journalistes face à lui. Qu'est-ce qui se passe? Ils défèquent. Alors? Ils urinent et défèquent pendant la conférence de presse. Ouais, mais sur le président. Un singe est venu uriner sur la tête du président. Sur la tête, carrément. En pleine conférence de presse. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah ouais. C'est génial. Ils sont mal élevés. C'est quand même rigolo, vous voyez. Ouais, ouais. Vous croyez pas à ce genre Mais d'histoire? bien sûr, mais si. On a les images. Bon, on est à la radio, alors on peut pas vous dépasser, mais je vous jure, c'est vrai, on voit le singe qui Mais pisse. c'est très courant dans les conférences de presse en Afrique. Ah oui? On a tout le temps. Le singe est l'ancêtre du climatiseur, donc c'est un geste bénévole et chaleureux, amical qu'a fait l'animal. Je veux bien sur la mer et sur les bateaux, mais les singes, vous connaissez pas, c'est pas votre domaine. Parce que sur la mer, il n'y a pas de singe, d'après vous. Il n'y a pas de singe. Bah, Enfin, évidemment qu'il y en a. Enfin, vous plaisantez, là. Vous avez jamais vu? Qu'est-ce qu'il y a dans la bosse de la baleine, à votre avis? De la baleine à bosse. À 21 ans, on vient d'apprendre sa disparition. Et il faut quand même préciser que toutes les chaînes de télé américaines en ont parlé. Qui vient de disparaître à l'âge de 21 ans dans la banlieue de New York? C'est pas un être humain. Non, c'est vrai. C'est un animal. Ouais. C'est un personnage qui a joué dans un film, enfin un animal qui a joué dans un film et qui a été célèbre par une série ou un film. Du tout. Pas du tout. C'est un animal en statue? Qui meurt, un animal à statue de 21 ans qui meurt. Il a souffert, hein. Disparu, ça veut pas dire mourir forcément. Ah non, qui est mort. Il aurait pu être volé. Décédé. Maline, celle-là. Un emblème qui a été l'emblème d'une marque ou de... Pas emblème, non. Même si, c'est vrai, son petit nom c'était Chanel. Chanel est morte à l'âge de 21 ans. Alors, c'est un animal ou pas? Oui, je l'ai dit ça, oui. On l'a dit. Ah oui? On l'a dit. Mais c'était aujourd'hui, c'était de quelle émission? C'est aux zoo de New York? Vous me dites si je parle trop fort, Titoff. Hein non, au contraire, c'est très bien comme ça. Un animal à fourrure? Un animal à fourrure, non. Pas fourrure, non. Pelage? Pelage, oui. Connu parce qu'il a été associé à quelqu'un de célèbre. Non. C'est simplement qu'il avait une particularité. Elle, puisque c'était une femelle, Chanel. Et un chien? C'est une petite chienne. Elle a été héritière. Je peux même vous dire que c'était une chienne teckel. Une petite teckel. C'était pas une chienne héritière. Du parce que tout, parfois il y a des Elle appartenait à quelqu'un de célèbre. Non, mais enfin, quand même, là, déjà, vous devriez un peu réfléchir. Vous avez tous les éléments, c'est quasi, vous avez la réponse. Elle était dans une publicité? Non, tout simplement. C'est donc une... C'est une jeune allemande du chien. Vieille chien du monde. C'était la plus vieille chienne du monde. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Olivier Kersauzon, je vous prends un témoin. Régulièrement, je donne des bonnes réponses et c'est Jérémy qui a tout le bénéfice. Mais non, il fallait dire la plus vieille chienne du monde. J'étais en train de le dire. Non. 21 ans, réfléchis. La construction que faisait Gérard Miller n'était pas primaire. Il y avait une explication générale. C'était plein. Ça avait du sens. Ça commence à prendre, Gérard. Ouais. C'est bon, là. Non, mais 21 ans, c'est pas suffisant de dire 21 ans. D'abord, je l'avais déjà dit moi, c'était dans la question, vous voyez. C'est quoi l'âge normal pour mourir pour un chien? Oh, bah, un chien, 14-15. c'est 14-15 ans, c'est ça. Au-delà de l'adolescence. Qui est mort? Quelqu'un est mort? Le teckel new-yorkais vit très vieux. Alors dites donc ça, j'ai été très surpris. Pardon de revenir un peu sur mes vacances passées à Cuba, mais alors voilà, c'est le pays du teckel. Du teckel? Ah oui. Alors j'ai jamais vu autant de Et teckel. vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas. Et ils font même poser des petits teckels pour qu'on fasse des photos, des teckels à lunettes, des teckels à chapeau. C'est le truc long, le teckel. Ouais. Pourquoi il y a plus de teckels à Cuba qu'ailleurs? Ben réfléchissez, Cuba, le teckel est quand même... C'est vrai. C'est pas... 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous avez certainement reconnu le générique de l'émission d'Anne Romanoff. Bah oui, parce que je voulais vous rappeler d'un petit mot que demain, elle va enregistrer sa prochaine émission. Demain, vendredi, à partir de 14h, au studio Merlin d'Europe 1. Et cette émission, vous pouvez venir y assister, applaudir et vous amuser. C'est très simple, 2 possibilités pour venir. Vous avez le standard d'Europe 1, c'est le 3921, ou bien vous allez sur le site d'Europe 1, www.europe1.fr. Et oui, vous êtes à l'écoute d'Europe 1, vous y êtes bien, c'est normal. On va gêner, continue jusqu'à 18h30 avec forcément Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine.
Juste avant la pub, on parlait de la plus vieille chienne du monde, la petite Chanel, qui est morte à l'âge de 21 ans. Et justement, le DVD de la semaine, c'est un film dont Nicolas Canteloup parle encore, parfois le matin, je dois dire. C'est le fameux film de Francis Huster, Un homme et son chien, le dernier film en date, avec Jean-Paul Belmondo, un film Europe 1 d'ailleurs, au départ, qui, il faut le dire, n'a pas eu le succès. Pourquoi au départ? Ils ont abandonné l'idée. Ils sont retirés. Non. Là, merci, on va retirer le logo. À l'arrivée, c'est un film RMC, hein. Mais on était fiers parce que quand même, c'est vrai que c'était une bonne idée de faire tourner Jean-Paul Belmondo, qui avait un casting incroyable autour de Bébel dans ce film. Ça n'a pas eu le succès escompté, autant le dire. Mais quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui sont très nombreux, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut louer le DVD? Est-ce qu'on peut acheter ce DVD qui vient de sortir, qui est dans le commerce? J'ai confié Un homme et son chien à Elsa Fayer et Gérard Miller. Elsa, d'abord, comment vous avez trouvé ça? Je peux tout dire ou pas? Ah oui, allez-y. C'est un piège, ce film. Mais déjà la bande-annonce l'année dernière sur Europe 1 était la bande-annonce qui m'a fait le plus rire l'an passé. Pourquoi? Ça disait quoi, la bande-annonce? Mais elle était terrible. Vous vous en souvenez pas? Non. Ça faisait Un homme et son chien. Le dernier film de Jean-Paul Belmondo. Chouchou! Le chien vient. Mon chien. Oh, le bon chien. Oui. Le dernier film de Jean-Paul Belmondo, dirigé par Francis Huster. Yo, coucou. Le chien. Donc déjà, quand t'entends la bande-annonce qui passait en boucle sur Europe, déjà t'as un doute. Mais alors quand tu vois le film, t'en as plus. Tu te dis juste que c'est un piège. C'est un piège pour tout le monde en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'on voit? Parce que c'est un remake, c'est un film qui existait déjà et on en a fait une version française. C'était juste dommage de confier ça à Jean-Paul Belmondo. Voilà, l'idée était bonne. Non, plutôt à Francis Huster, vous voulez dire. Non, Francis, c'est bon, on reconnaît bien Francis Huster dans toute sa splendeur. Il aime les acteurs. La moindre personne qui vous la porte est quelqu'un de célèbre. On aperçoit Jean-Luc Lemoyne, on voit Robert Hossein en Clodo. Non, mais de célèbre, dites-moi. Non, mais il y a tout le monde. Je peux pas vous dire. C'est les Oscars avec la Palme d'Or, avec tous les acteurs de France et de Navarre réunis. Il y en a pas un qu'on voit pas. Donc ça, c'est génial. Et Jean-Paul Belmondo piégé par Francis Huster dans un film où il est obligé de donner la réplique à un chien. Et le chien est bien ou pas quand même? Le chien est mignon, mais ça fait mal parce que pour moi, Belmondo, c'est le magnifique. Est-ce que ça vaut le coup quand même d'être vu? Non. Voilà, si je suis très très honnête, pour ceux qui aiment Belmondo, non, il est magnifique parce que c'est un acteur immense, donc on peut pas dire qu'il joue mal. C'est juste qu'il a rien à foutre là et que je trouve que c'est pas sympa de la part de Francis Huster d'avoir d'avoir conseillé ou proposé un film pareil à Jean-Paul Belmondo. Heureusement, Gérard Miller va défendre Un homme et son chien, parce que Gérard, vous êtes, on peut le dire maintenant, payé par Europe 1 depuis 10 ans. Oui. Mais puisque tu as dit, si on est honnête, on dit ce que tu as dit. Si on est malhonnête, on peut dire, c'est formidable. C'est bouleversant d'abord. C'est de voir en permanence cet homme et ce chien qui se regardent sans rien dire pendant des heures. Et en plus, vraiment, tu as dit, il y a un casting extraordinaire. On se croirait vraiment à l'enterrement d'une grande star, tellement il y a de monde. Mais alors là, pour le coup, c'est un film, enfin, je sais pas, et puis surtout, c'est pas un film lent. C'est quand même le genre de film qui aurait évité à Michael Jackson de mourir, parce que s'il avait regardé ça, c'est pas possible qu'il ne se soit pas endormi. C'est un des films les plus soporifiques qu'on puisse imaginer, mais ça dépasse l'imagination. Et Belmondo, qui aurait pu jouer 1000 autres personnages que celui-là, pourquoi? Avec les limites qu'il a aujourd'hui, on pouvait parfaitement. C'est vrai qu'il est d'une très grande beauté, sérieusement. Il est beau, il est impressionnant, sauf que c'est un grotesque qui dépasse l'imagination. Et donc, à la demande générale, je vais vous faire Belmondo jeune, maintenant. Ah oui, s'il te plaît. L'imitation. Donc, par exemple, dans un de ses grands succès, j'ai répété un peu, je remercie Titoff qui m'a redonné mon texte. De rien. C'est très impressionnant. Dans le Guignolo? Dans le Guignolo. Ah. Crac, crac, boum, boum, bonjour madame, c'est Bébel. Voilà. Ah ouais. On n'a pas peur du ridicule ici, là, quand même. Merci beaucoup. C'est dommage. Heureusement que vous êtes là la semaine prochaine. Ça mérite une pause. Hein. Non, mais il y avait les gestes. Il faut dire qu'il y avait les gestes. Ça change tout. Heureusement que vous êtes là la semaine prochaine, Olivier, parce que je ne vous ai pas encore proposé l'imitation par Pierre Bénichou de Zinedine Zidane. Mais Pierre fait Zinedine Zidane, mais alors c'est excellent. Exceptionnel. Exceptionnel. On est comme ça, parce que parfois pour arrondir les fins de mois, vous savez, on fait des cabarets le soir, on est plusieurs
bon, on met Elsa en première partie, elle fait le topless. Ensuite, Gérard fait Belmondo, Titoff Richard Gasquet. Bien sûr. Mais moi, j'imagine plutôt les patients de Gérard qui sont dans la voiture et qui ont rendez-vous avec lui dans son cabinet, tu vois, cracra boum boum. Tu vois, c'est vraiment, c'est rassurant, quoi. Le mec, il est au bord du suicide, j'espère qu'il va vraiment, Gérard, si vous pouvez me faire, j'espère qu'il va bien faire. Eh ben voilà, j'ai fini ma dépression, ça y est, là, grâce à votre invitation de bébé, terminé la dépression. C'est comme ça que tu m'entraînes et après tu me... Elle était pas mauvaise, l'imitation. Bon, on ne conseille donc, hélas, pas le film de Francis Huster. Ce qui est quand même génial, c'est que, parce que quand, évidemment, on sort un DVD, on essaie de le vendre, c'est la moindre des choses. Et donc, ils ont un peu réussi, à mon avis, c'est le même manager que pour Demis Roussos. Ils ont quand même réussi à trouver dans les critiques 2 ou 3 phrases à mettre, vous savez, au dos du DVD. Belmondo montre une grandeur désenchantée qui est au-delà de la nostalgie, la pure dignité humaine. Voilà, paf, ça c'est vrai, comme ça donne envie. Ce film s'embrase jusqu'au bout de la puissance d'un animal de cinéma. Quand même, hein. Alors c'est vrai, moi je vous crois qu'à moitié, Gérard et Elsa, et je pense que j'irai voir ce film. Bah, vas-y maintenant, tiens. 16h-18h sur Europe 1, Laurent Ruquier et toute sa bande. On va gêner, continue jusqu'à 18h30, mais je vous rappelle que vous pouvez réécouter les émissions autant que vous voulez en allant sur le site www.europe1.fr. À vous, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Je pense que Gérard Miller va trouver la réponse à cette question. En tout cas, c'est votre spécialité, Gérard. Et là, non, c'est pas l'imitation. Hein. Là, franchement, si vous ne trouvez pas, la honte va s'abattre sur vous, puisque on nous parlait dans Le Monde tout récemment du syndrome de Stendhal ou de Stendhal, je sais pas comment vous voulez que je le prononce, Stendhal. Accent anglais, Stendhal, c'est mieux. Ah, c'était pas mal. Le syndrome de Stendhal qui a été évoqué tout récemment, je dois dire même au mois d'août dernier, le 2 août précisément. À quelle occasion? Le 2 août dernier, la presse a parlé du syndrome de Stendhal. C'est une éruption de boutons rouge et noir. C'est joli, c'est joli. C'est un nouveau disque de Jeanne Masse. Ouais, j'ai vu ça à la bibliothèque nationale. Il a une bonne vue. Qu'est-ce qu'il y a eu le 2 août? Est-ce que c'est des gens atteints de la citation de Stendhal? C'est-à-dire des gens qui citent Stendhal tout le temps. Non. Ah non, mais vous ne connaissez pas... C'est un phénomène amoureux? Non, pas du tout. Et alors, on a des tas de psychiatres, de psychanalystes qui témoignent. Des vrais, ouais. qui témoignent dans cet article du Monde et qui nous expliquent ce que c'est que le syndrome de Stendhal. Et effectivement, la dernière fois qu'on en a eu, on va dire, un phénomène, c'est le 2 août dernier. C'était en France? En France. En France. On peut faire la scène, par exemple. J'arrive dans le cabinet. Bonjour, monsieur Miller. Je viens vous voir parce que j'ai le syndrome de Stendhal. Voilà. Alors, et là, tu fais quoi? Et ça vous gratouille ou ça vous chatouille? J'ai par exemple là devant les yeux le témoignage du chef de service du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Peut-être même quelqu'un que vous connaissez bien, le docteur Marie-Jeanne Gouedge. Oh bah Madame Gouedge. Alors, en tout cas, ce syndrome de Stendhal a frappé déjà plusieurs personnes. Alors, qui est frappé généralement par le syndrome de Stendhal? Des gens jeunes? Non, ça peut être des vieux. C'est pas bien, c'est pas bien d'être atteint du syndrome de Stendhal. C'est pas bien, c'est embêtant, c'est embarrassant, ça fait mal? Ça fait mal, non. C'est lié à l'écriture? Non, du tout. Généralement, allez, je vais vous aider, c'est plutôt à Florence que ça peut se passer. C'est lié au voyage en Italie. C'est lié au voyage. C'est un peu comme en Inde. Non, voyage en Italie qui avait fait Stendhal. Non, mais laisse-moi répondre, c'est moi le psy là. En Inde, il y a beaucoup de, je sais plus comment on appelle ce syndrome-là, mais des gens qui sont pris de panique et qui se retrouvent, qui sont obligés d'être hospitalisés. C'est la disparition massive des repères, voyez-vous. Exactement. Voilà. Bonne réponse.
C'est-à-dire, d'un seul coup, tu sais plus où t'es? Bonne réponse de Titoff et Olivier de Kersauzon. Là, c'est une partie de la réponse que vous m'avez donnée, mais c'est vrai que par exemple, vous avez donné l'exemple en Inde. Effectivement, beaucoup de gens qui partent en Inde sont d'un seul coup atteints d'une sorte de comportement curieux. Une jeune fille, par exemple, qui courait dans les rues pour embrasser les vaches sacrées pendant 10 jours. Elle a fait ça. Ça s'appelle une fan de Magali Vae, ça. Ouais. Moi, j'avais vu ça dans une rave party, mais il n'y avait pas de vaches, quoi. Et cette jeune fille qui est venue pour passer quelques mois en Inde a failli se noyer en voulant rejoindre ses parents en France à la nage. C'est de la folie, quoi. C'est assez dingue. Alors, ce qui se passe, c'est que ça arrive aussi dans les voyages scolaires. Par exemple, une lycéenne qui partait avec sa classe à Florence avait tellement peur de ne pas être à la hauteur des œuvres d'art qu'elle a déclenché un état d'excitation. Elle était survoltée, incapable de dormir. On a dû la rapatrier sur Paris. Et c'est souvent lié justement à des œuvres d'art qui, voilà, pourquoi on appelle ça le syndrome de Stendhal, parce que lui-même a décrit cette émotion intense dans il y a un peu de culture de temps en temps dans cette émission, Gérard. C'est assez chiant d'ailleurs. C'est très connu. Mais c'est très connu. Je me permets juste de faire remarquer que ça regroupe des manifestations cliniques extrêmement variées, parce que dans tout ce que vous décrivez, il y a aussi bien des déclenchements de psychose. Non, mais c'est vrai. C'est très connu, c'est très connu. C'est dans son livre Rome, Naples et Florence qu'il a publié en 1826 que Stendhal décrivait qu'alors qu'il sortait de la basilique de Santa Croce à Florence, il était arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent des sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. J'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Et voilà ce qui est arrivé à cette touriste, parce que là, on va avoir la fin de la question. À cette touriste qui était chez nous à Paris le 2 août dernier, qu'a-t-elle fait alors qu'elle était frappée par le syndrome de Stendhal? Elle s'est dévêtue. Non. Elle a eu une attaque. Non. Elle a pris un Vélib. Elle a jeté quelque chose sur l'œuvre d'art. Elle a jeté quelque chose précisément sur quelle œuvre? Sur la Joconde. Sur la Joconde. Qu'est-ce qu'elle a fait sur la Joconde? Elle a jeté, mais pas grand-chose, un truc pas très lourd. Ses lunettes. Non. Sa culotte. Non. Une godasse. C'était une visiteuse d'origine russe. Et elle a embrassé la Joconde. Du liquide. De la vodka. Du liquide, une canette. Sa canette d'eau, sa bouteille d'eau. Une canette de bière. Sa tasse de thé. Elle a jeté sa tasse de thé sur la Joconde. Et heureusement, on a dit non, mais je voudrais 2 sucres s'il vous plaît. Elle est protégée par une glace. Heureusement, oui, il y a une vitre blindée qui protège la Joconde, contrairement à la Joconde de chez Stevie parce que comme il fait des frites le samedi, il y a des taches. Il y a des taches, mais au Louvre, elle est protégée, la Joconde. Et cette femme, on l'a dit en tout cas, les spécialistes l'ont dit, était frappée par le syndrome de Stendhal. Incroyable. Bonne réponse collective, on va dire. Comment ça? Gérard, il n'a pas trouvé, hein. Sauf Gérard Miller. Dans un instant, notre invité j'arrive plus à parler. Il y a un moment, je craque. Effrayant. Encore un peu les face pour vous. Regarde, c'est le syndrome de Stendhal. Regarde, il va péter un plomb, là. Il va faire un truc. Aïe. Il peut pas finir sa blédine. On va le faire pour vous, Laurent. Oui. Dans un instant. Après le flash info. Dans un instant, notre invité d'honneur. Qui c'est? La loge d'honneur. La loge d'honneur. On peut juste avoir son nom? Vous croyez que je vais vous dire qui c'est? Dans un instant, notre invité d'honneur dans la loge d'honneur. Après les titres. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Dans la loge d'honneur, hier, c'était Meurède. La semaine dernière, se sont succédés Samuel Benchetrit, Jacques Séguéla, Marianne James, Philippe Delerme, Patrick Timsit. On a eu aussi lundi José Arthur, mardi Morgane Ribou, la championne du monde de judo. Mais aujourd'hui, jeudi, qui se cache donc dans notre loge d'honneur? Quelqu'un dont la voix est déformée. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, vous ne pouvez pas comme ça deviner tout de suite qui c'est, ça va de soi. Vous allez poser des questions, il va vous répondre par oui ou par non. Et Olivier de Kersauzon est déjà parti sur place au cas où vous ne trouviez pas tout de suite pour vous décrire. Il n'aura pas le droit de nous donner son nom, mais pour vous décrire qui est dans la loge d'honneur. Je ne sais pas si Olivier de Kersauzon m'entend déjà. Non, il ne doit pas encore avoir... Ah oui, il m'entend, Olivier. Alors, posez vos questions, chers amis. Et Olivier, si dans 1 minute il ne trouve pas, vous pourrez intervenir. Vous êtes un homme ou une femme? Ça dépend. Vous ne savez pas si vous êtes un homme ou une femme? Non, c'est un homme. Ça dépend.
Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que vous exercez un métier artistique? Oui. Est-ce que vous êtes têtu comme une moule? Comme un breton, oui. Ah, vous êtes breton. Alors, un breton. Est-ce que vous êtes un chanteur? Non. Vous êtes un écrivain? J'écris, je suis pas un écrivain. Mais vous écrivez beaucoup de livres? Non. Des chansons? Non. Des livres quand même? Non. Des pièces de théâtre? Des pièces de théâtre, pas loin. Des pièces de théâtre? Pas loin. Des sketchs? Je vous aide? Oui. Non. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez nous décrire l'invité d'honneur? Alors, je vais donc faire une description la plus précise possible. 2 chaussures noires, 2 chaussettes, un pantalon avec 2 jambes, une ceinture, une jolie chemise blanche et une veste légèrement dépareillée de l'ensemble, un visage serein, un regard intelligent, une grande capacité de recul dans le visage. On a vraiment affaire à quelqu'un de qualité, mais qui ne se prend pas au sérieux, mais de profond. Il est beau? Je suis pas très bon juge, mais je le qualifierais de suffisamment élégant pour vous intéresser. Ah. D'accord. Petite question. Est-ce que ça sent le vieux comme hier? Non, parce que la porte est entrouverte. Mais on n'a pas trouvé ce qu'il écrivait. Hein. Non, et attendez, je voudrais demander à Olivier de Kersauzon, bien sûr vous ne me donnez pas son nom, mais est-ce que vous connaissez le nom de l'invité d'honneur? Non, mais moi c'est pour ça que je viens là, puisque je suis seul à connaître personne. Donc je ne connais pas du tout. Mais je l'ai déjà vu à un match de foot. Ah. Mais c'est un mensonge, je vais jamais au foot. Est-ce que si on trouve ce que un match de foot. Est-ce que vous gagnez votre vie en écrivant? Pas essentiellement. Pas essentiellement. Pas seulement, en tout cas. Pas seulement. Et on vous connaît pour une autre activité aussi? Non. Alors qu'est-ce que vous écrivez? Vous dites pas des livres, donc des sketchs. À peu près des sketchs, oui. À peu près des un spectacles. Breton. Et vous êtes breton d'origine? Oui. Un breton qui écrit des sketchs. Des comédies musicales. Boujna? Boujna, il est pas tellement breton. Ça aurait pu faire rire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est pas tellement breton, Boujna, en même temps. Il y a Franck Dubosc. Franck Dubosc est normand, monsieur. Alors je sais bien qu'à Marseille, la Normandie et la Bretagne, c'est la même chose. Mais attention à ce que vous dites. Olivier de Kersauzon a dit intelligent quand même. C'est gentil pour lui. Est-ce que vous êtes en spectacle en ce moment? Oui, bien sûr. Oui. À Paris? Bah non, dans la loge, là, il fait un spectacle, c'est pas mal d'ailleurs. C'est pas mal, hein. On va rester un peu. On viendra vous voir à l'entracte. Est-ce que vous n'auriez pas fait un spectacle où il y avait ça s'appelait L'envol du pingouin, par exemple? Pas mal, ouais. Ah voilà. Ouais. L'envol du pingouin. Et alors, c'est qui? Et c'est Jean-Jacques Vanier. Jean-Jacques Vanier, bonne réponse. C'est lui, bravo. Jean-Jacques Vanier qui va nous rejoindre tout de suite dans le studio. Vous pouvez ramener Olivier de Kersauzon avec vous, Jean-Jacques Vanier. Jean-Jacques Vanier qui effectivement est sur scène en ce moment à l'affiche de Elle, son tout nouveau spectacle à la Pépinière Opéra. Il est écrit avec François Rollin. Qu'il a écrit ce spectacle avec François Rollin. Et je veux pas dire, mais je touche un peu quand même en invité mystère. En invité mystère, vous êtes bon. Ouais, hein. En invité d'honneur. En invité d'honneur. Il m'a surpris, Titoff. Je pensais que c'est Gérard qui allait trouver. Oui, parce que j'ai vu le spectacle il y a quelques jours. Ah, c'est vrai? Vous allez le voir, il est formidable. Vous avez J'ai vu les 2 précédents de la trilogie et celui-là est à la hauteur des précédents qui sont enthousiasmants. Vous avez vu très réussi. Un petit peu, mais c'était bien. Ah, mais je pense que ça pourrait, sincèrement, je sais pas si, je crois que j'ai cru comprendre que vous allez jamais voir de spectacle, mais ça pourrait vous plaire parce que c'est vraiment d'une intelligence et d'une drôlerie rare. En venant de Tahiti, c'est assez... Ouais, c'est bien. Très bien, réussi. ça me fait plaisir que vous soyez mon directeur de conscience. Je me permets de vous faire quelques suggestions. Jean-Jacques Vanier à l'affiche de Elle, de François Rollin et Jean-Jacques Vanier dans une mise en scène de François Rollin. Alors c'est quoi ce spectacle? Est-ce que vous pouvez mieux le résumer que Gérard Miller? Je peux vous raconter, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, des fois, homme ou femme, ça dépend, parce que dans le spectacle, et ça c'est nouveau pour moi, je deviens femme. Ah bon? Oui, et c'est pour ça que ça s'appelle Elle. Elle, parce que ça s'écrit E2LES. Elle, ce ne sont pas les ailes d'un ange, c'est l'histoire d'un homme qui décide de comprendre les femmes, de les aimer plus, de les aimer mieux, et pour ça, il va tenter de devenir sa femme.
Donc il se transforme, il fait des exercices, il fait des... Vous pouvez peut-être inviter Gérard Miller de temps en temps à enfiler une robe sur scène parce que c'est... Il en a envie. C'est son truc, ouais. C'est son truc en ce moment. Oui, ça lui fait un petit chapiteau. Et évidemment, alors vous avez trouvé vous avez trouvé assez rapidement, je dois dire, le nom de Jean-Jacques Vanier, dont vous avez vu quasiment tous les spectacles, je dois dire, Gérard. Vous ne le connaissiez pas, Olivier de Kersauzon, hein? Vaguement de vue, mais c'est pas dû à lui, c'est dû à moi, c'est de ma faute. Alors j'avais des extraits et des indices sonores au cas où vous n'auriez pas identifié tout de suite Jean-Jacques Vanier. Par exemple, je vous aurais passé ça. Bernard Pivot, vous connaissez Monsieur Vega? C'est mon voisin de palier. Depuis qu'il s'est mis à écrire, il vous a toujours adressé ses livres. Les 8. Dans l'espoir de passer dans votre émission. Bon, qu'il soit jamais passé dans votre émission, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il voudrait bien récupérer ses livres. Monsieur Vega, je comprends un peu parce que moi, quand je prête un livre, j'aime bien qu'on me le rende. Jean-Jacques Vanier face à Bernard Pivot, c'était ça. C'était un de mes premiers textes dans Rien à cirer, je crois. Alors évidemment, j'aurais donné cet indice-là aussi. J'aurais dit que vous travaillez souvent avec un grand professeur, et c'est vrai que vous êtes fidèle à François Rollin, ou François Rollin vous est fidèle, je sais pas dans quel sens on doit le dire. On est de plus en plus fidèles l'un à l'autre, c'est notre 4e collaboration, et plus on enchaîne les spectacles, et mieux ça se passe. Et alors justement, les femmes dont vous parlez, ça veut dire que il y a beaucoup de femmes dans votre vie où vous avez, on va dire, une expérience en la matière intéressante au point de pouvoir en parler, parce que vous avez eu de nombreuses femmes, Jean-Jacques Vanier? Plusieurs. Là actuellement, tu en as combien par exemple? J'ai vécu avec plusieurs femmes, j'ai des enfants de plusieurs femmes, je m'en sors. Dites-en un peu plus, vous Gérard, qui avez vu le spectacle, qui êtes déjà allé à la Pépinière Opéra. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est très drôle, c'est que c'est un homme au début, c'est souvent le cas dans les spectacles de Vanier, qui nous raconte une histoire extrêmement mince qui est liée à une paire de chaussures qu'il essaye d'acheter à une vendeuse qui a une très forte poitrine, et sa seule préoccupation c'est de voir cette poitrine. Et progressivement, il se demande comment cette femme a réagi, pourquoi elle a réagi de cette façon-là, et il va vivre effectivement la situation d'une femme de l'intérieur. C'est-à-dire que progressivement, t'avais donné envie de venir aux gens de venir voir le spectacle, en train de bousiller le spectacle. C'est absolument non, c'est ça qui est très drôle, c'est que progressivement cet homme va essayer de s'identifier à sa propre femme, et il y a toute une série d'exercices, donc c'est pour ça que c'est très très varié et très amusant, toute une série d'exercices, comment une femme réagirait dans telle ou telle circonstance. Et c'est vrai que du début jusqu'à la fin les gens rient, et ce qui est très particulier dans l'écriture de Vanier et de Rollin, c'est que c'est d'une intelligence du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tous les gags, tous les sketchs, parce qu'il y a parfois des petits sketchs, sont incroyablement bien écrits. Et je lance l'idée en l'air comme ça, une première partie avec un mec qui ferait Belmondo, c'est quelque chose qu'on peut envisager ou pas? Parce qu'on a quelqu'un, nous. Ouais. Tu cherches à te placer? Non, moi, j'ai bien meilleur. Ah non, lui, il peut faire Pierral, c'est tout ce qu'il peut faire. Ou Passe-Partout, éventuellement. Passe-Partout pour les plus jeunes, merci. Je t'en prie. Elle, à la Pépinière Théâtre, c'est du mardi au samedi à 21h, le samedi en matinée à 16h. Jean-Jacques Vanier était dans notre loge d'honneur, il reste avec nous, on se retrouve après la pub. Profitez bien d'On va gêner, ça continue jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Retour dans la loge d'honneur où on retrouve Laurent Ruquier, toute son équipe et son invité spécial. Jean-Jacques Vanier, notre invité d'honneur dans la loge d'honneur, à propos du spectacle Elle à la Pépinière Opéra. On dit toujours Pépinière Opéra ou Pépinière Théâtre? Ça a changé de nom. Je sais pas moi-même. Ils sont un peu. Enfin, vous y allez quand même tous les soirs. On dit Pépinière. À la ça, Pépinière. Tout le monde comprend. Paris 2e métro Opéra. On va profiter de votre présence, cher Jean-Jacques, pour que vous aidiez mes petits camarades à répondre à quelques dernières questions, si vous le voulez bien. Ok, si je ne suis pas atteint du syndrome de Stendhal. Vous connaissiez, vous, le syndrome de Stendhal? Oui, j'en avais entendu parler, mais j'avais oublié. Vous allez dans les musées de temps en temps? Assez fréquemment, surtout à l'étranger, en fait. Ah bah voilà, c'est là où justement on est atteint du syndrome de Stendhal, c'est quand on va à l'étranger. Mais là, je vous ramène à Paris et plus particulièrement, j'allais dire plus particulièrement en France. Non d'ailleurs, c'est con. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie par moment? C'est l'inverse, ça. Je vous ramène en France et plus particulièrement à Paris. Et d'ailleurs pas à Paris mais à Strasbourg.
T'avais envie de passer par Paris, quoi. Voilà. À Paris-Strasbourg, c'est voilà, c'est. Oui, t'es en avion, quoi. De toute façon, je vais vous dire, peu importe où c'était il y a, ça j'en suis sûr, il y a 30 ans. Puisque le 17 septembre prochain, nous allons fêter le 30e anniversaire de quelque chose qui a donc fleuri pour la première fois chez nous, le 17 septembre 1979, à Strasbourg. Qu'a-t-on pu voir pour la première fois le 17 septembre 79 à Strasbourg? Qui a fleuri. Fleuri, c'est un indice? Non, fleuri, c'est au sens figuré. C'est lié aux cigognes? Aux cigognes. La première cigogne en 79 serait arrivée en 79. Non, elle a peut-être fait quelque chose de très particulier, justement. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, à cause de la pollution, pour la première fois. C'est un phénomène. Un phénomène, qu'est-ce que vous appelez un phénomène climatique. Non, mais autrement, on peut dire que c'est de l'ordre du phénomène quand même. Ah, c'est la première choucroute. C'est lié à l'Europe. C'est la saucisse géante. Non, c'est pas lié à la saucisse. Alors pour le coup, c'est pas lié à l'Europe. C'est pas lié à la saucisse, encore moins à la choucroute. Mais c'est lié à Strasbourg, à la ville. Non. Mais ça se mange. Il se trouve, ça se mange. Et on fête ça tous les ans ou c'est uniquement pour le 30e on va pas anniversaire? fêter ça. En tout cas, il y a peu de gens qui vont. Il y a des gens qui vont faire, j'imagine, quoi qu'il y a une façon de fêter un anniversaire pour ça. La Flammekueche. La flamme, ce serait l'anniversaire de la flamme qui fête ses 30 ans. C'est-à-dire, il y a une façon de fêter ça. Je peux pas trop vous en dire non plus. Si. Non. Ce qui est étonnant, en tout cas, et en 2 mots. Oui. Remarquez comment on ne contrarie pas. Nous, on n'a rien entendu. C'est jeudi, Ce qui est étonnant, c'est effectivement que ce soit à Strasbourg qu'on ait vu ça pour la première fois le 17 septembre 1979. C'est gastronomique. Gastronomique n'est pas le mot. C'est lié à l'alimentation. C'est lié à l'alimentation. Ça se serait passé dans le sud, ça aurait été moins surprenant. Non. Mais ça veut dire que la première fois que ça s'est passé, c'est à Strasbourg. Oui. C'est une inauguration de quelque chose, on a ouvert quelque chose ce jour-là. Exactement. C'est la restauration? C'est le premier McDo. Le premier McDonald's, bonne réponse. Strasbourg. Bonne réponse de Gérard Miller. Le premier McDonald's s'est ouvert le 17 septembre 79 à Strasbourg. D'abord, on imaginait que c'était il y a plus longtemps que ça. Moi, je pensais qu'il y en avait avant 79. Non, justement, ils avaient à un moment donné complètement déserté la France. Ils avaient donné une sorte de franchise à la France et ils ont repris ensuite le pouvoir avec des procès phénoménaux. Bravo Gérard Miller, parce qu'effectivement, il existait déjà des semblants de McDo en France avant 79, puisque les Américains avaient effectivement accordé une franchise à un monsieur qui s'appelait Raymond Dayan, qui avait effectivement ouvert un McDo sur les Champs-Élysées à Paris. En 72, vous voyez, il y a eu un McDo à Paris, mais c'était pas un vrai. Non, c'est ça. Ils lui ont fait un procès extraordinaire. Vous imaginez comme ils ont eu le dessus, parce qu'ils reprochaient justement de ne pas respecter la charte des McDo. Et évidemment, le type n'a pas pu résister. Il a été obligé de fermer ses... Il a transformé ça, parce qu'en fait, il a eu le droit de garder ses restaurants, mais... Oui, mais pas sous le nom McDo. Voilà. Et bien sûr, il pouvait pas lui reprendre et ça s'est appelé la chaîne Au Kitsch, avec le succès qu'on connaît. Mais pour rigoler, il y en avait en face de chez moi. Moi, j'ai suivi toute l'histoire du fast-food. Ah bon? Ça changeait d'enseigne en permanence. Ah oui? C'était super bon, il y avait de la salade. Ah ouais. C'est fort comme vie, hein. On sent que t'as vécu des trucs incroyables. La sauce n'était pas la même. C'est une espèce de sauce mayonnaise avec des petits cornichons, un peu comme la sauce du fish au McDo. C'est amusant. Dans ce procès, ils envoyaient évidemment des experts qui chronométraient à la seconde près le temps de cuisson d'un McDo, puisqu'ils ont une bible. Et le type n'a pas pu résister évidemment à ces expertises. Vous allez chez McDo de temps en temps, Jean-Jacques Vanier? Un peu forcé parce qu'à un moment la pression des enfants est trop forte et donc je cède et je dis bon, mais une fois par mois. Et alors? Il va toutes les semaines. C'est ça ma question. Et alors quoi? Et alors vous y allez toutes les semaines évidemment. Non, je tiens le cap. Je reviens à vous Jean-Jacques Vanier un instant avec votre spectacle Elle. J'ai vu alors d'abord un très bon papier dans 20 minutes cette semaine, Changement de sexe, one man show original de Jean-Jacques Vanier qui ils disent quand même que au début on est un peu déconcerté parce que c'est pas ce que vous faites d'habitude. Tout à fait, que ça, il y a un petit changement par rapport à vos précédents spectacles, mais que petit à petit, le public monte avec vous en puissance comique et apprécie l'absurde de cette recherche de la féminité enfouie. Parce que vous êtes en recherche de votre féminité, Jean-Jacques Vanier? Oui, en permanence. Ça se voit pas. Mais là, je suis venu en homme, là, c'est normal. Dans la journée,
Puis les exercices, je les fais à la maison, quoi. C'est quoi comme exercice? Par exemple, dans le spectacle, un des exercices les plus fabuleux, c'est comment une femme ouvre une porte quand elle rentre chez elle, comment elle chercher la clé dans le fond de son sac. Ah oui. Donc je me transforme en femme et je cherche mes clés dans le fond de mon sac. Et ça, c'est comment ça se passe? Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas perdu les clés quand même. Je suis sûr de les avoir mises dans mon sac en partant ce matin. Oh là là, il y a un bordel dans ce sac. Il va vraiment falloir un jour que je fasse un tri. Mais pourtant, elles sont là, ces clés. J'entends un bruit de clés. Ah non, merde, c'est mes tic-tac. Pourquoi j'en ai 2 boîtes, moi? Mystère, bon bref. Mais alors, où elles sont passées, ces saloperies de clés? Il faut absolument que je les trouve parce que c'est pas l'autre abruti têtu comme il est qui viendra m'ouvrir. Il est de l'autre côté de la porte, il me laisse chercher comme une conne. Je vois vraiment pas quel plaisir il trouve à faire chier le monde. Dans la peau d'une femme, elle, à la Pépinière Opéra, au Théâtre Pépinière si vous préférez, Jean-Jacques Vanier, tous les soirs à 21h. Une dernière question, peut-être vous allez là aider mes camarades, parce que sur McDo, vous avez été moyen, Jean-Jacques Vanier. Non, j'étais parti sur l'Europe, effectivement, au Strasbourg. Ah. Le 17 septembre, c'est l'anniversaire de ma maman, ça m'a troublé, et j'aurais pas trouvé, non. Là, je vous emmène en Norvège. Un Norvégien est allé se plaindre auprès de la police des services d'une prostituée. Ah bah, je vous donne la réponse. Mais ça nous intéresse, il y a un truc qu'elle n'a pas fait. De quoi un Norvégien est-il allé se plaindre à la police? Ah ben non, mais alors je peux vous demander qu'est-ce qui lui est arrivé. Voilà. Ah, ce Norvégien est allé se plaindre. Je vais la faire dans l'autre sens, la question, puisque c'est ainsi. C'est Jeopardy. Un Norvégien est allé se plaindre auprès de la police des services d'une prostituée. Que lui est-il arrivé? Elle l'a pas fait payer, ça l'a énervé. Comment ça? Bah, la prostituée lui a dit non, vous ne me payez pas. Ah, ça l'a énervé, le mec. Mais attends, les mecs, attends. Il a dit, ah non, bah, je remets la mienne, alors. En présence de Gérard, le but d'aller voir une prostituée, c'est de payer une femme. Donc, du coup, ça l'a complètement déconcentré. Vous connaissez l'histoire. C'est une histoire que racontait Roger Hanin pendant très longtemps. C'est un type qui va voir une prostituée et il lui dit combien c'est. La fille lui dit, c'est 100 €. Il fait, pas cher. Elle fait, bon, mais pourquoi vous dites ça, c'est pas cher? Bah, parce que quand même, je suis spécial. Ah bon, la fille fait, si c'est spécial, alors 200 €. D'accord, 200 €, mais je vous préviens, je suis spécial. Ah bon, oui. Bah, alors la fille dit 300 €. 300 €, mais vous regretterez pas, hein, le prix est fixé avant, je vous préviens, moi quand même, enfin, j'en ai vu des clients, vous savez, oui, mais moi je suis spécial. Alors la fille fait 400 €. Bon, 400 €, d'accord, mais c'est conclu, hein, on revient pas sur le prix après. Non, elle dit 400 €. Mais qu'est-ce que vous faites quand même? Il fait, je frappe. La fille fait, ça j'en ai déjà vu. Oui, mais jusqu'à temps qu'on me rende le pognon. Vous la connaissiez pas? Si, arrêtez-moi si vous la connaissez. Elle faisait beaucoup rire à Mitterrand. Ah, c'est vrai? Ah, bien sûr, c'est ça la spécialité de Roger Hanin, c'était de raconter des blagues au président de la République. Alors là, notre Norvégien en question est allé se plaindre auprès de la police des services d'une prostituée. Et puis, quand je vous demandais qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est pas avec la prostituée ma question. Qu'est-ce qui lui est arrivé en allant au commissariat? Au commissariat, en fait, il a croisé une des flics qui était cette prostituée. Non, pas quand même, non. Il y a une chose toute bête, toute simple à laquelle vous C'était la maman du flic de garde? Non, quand même, non. C'est vrai que c'est parfois des fils de putain. Oui. C'est un des policiers. J'en ai encore vu 2 ce matin avec une fourrière autour de ma bagnole. Des putes ou des flics? C'est lié au policier qu'il a rencontré dans ce commissariat. Et un des policiers était un client. Il y a quelque chose quand même d'assez évident auquel vous ne pensez pas. Oui, Jean-Jacques? Que c'est interdit de coucher avec des prostituées en Norvège, peut-être. Bonne réponse de Jean-Jacques Vanier. La prostitution est interdite et l'achat de prestations sexuelles est interdit en Norvège depuis peu, ils le savaient pas, depuis le 1er janvier dernier. C'est-à-dire que la prostitution chez nous aussi, elle est finalement interdite. Mais tu vois, je te disais. Enfin, elle est tolérée. Non, le racolage est interdit, la prostitution aussi. Oui, mais chez nous est autorisé d'aller voir une prostituée. Tandis qu'en Norvège, ils en sont passés au stade où il est interdit d'acheter les prestations sexuelles de qui que ce soit. Et ce monsieur... Les prestations sexuelles des prostituées en Norvège sont gratuites et t'achètes une sucette ou un paquet de bonbons, je sais pas quoi. Elles vendent des bonbons. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Je suis jamais allé en Norvège. Moi, t'as pas dû beaucoup aller aux putes non plus.
cherche. C'est vrai, mais quand même. C'est tout. Alors... Arrête, tu te fais du mal. Ça, c'est vrai, ça m'est arrivé. Mais en tout cas, ce Norvégien qui est allé se plaindre connement parce qu'il n'était pas content des qualités du service de la prostituée. Service après-vente. Voilà, norvégienne. Il est ressorti du commissariat avec une amende de 930 €. Ah ouais. C'est con, hein. Ça fait cher. Hein. En plus, évidemment, de la prestation de la dame en question, ce qui quand même est assez embarrassant. C'est une bonne réponse, au final, de Jean-Jacques Vanier. Vous voyez ? Et je vais terminer cette émission par un qui a dit quoi ? Qui a dit « J'aime tout et surtout la viande, je suis un carnivore, j'adore le tourne-dos aux morilles. » Politique ? Pas politique. Non. C'est une phrase. Chanteur ? Chanteur, non. C'est vraiment une phrase qui mérite de rester dans les mémoires ou... Ah oui. Belmondo ? Parce qu'on s'y attend pas. Non, c'est pas Belmondo. C'est un étranger. Non. J'aime le tourne-dos. C'est un homme ou une femme ? C'est un homme, et vous verrez que quand vous saurez qui a pu donner cette phrase en réponse à la question d'un journaliste, si je l'ai choisi, c'est pas par hasard. Parce que c'est vrai que ça peut paraître banal. Vous imaginez, on est là tous les deux à table, Gérard et moi, je vous dis... Oh, j'aime le tourne-dos, non, ça nous étonne pas. Vraiment. En plus, au Maury, ça veut dire qu'il aurait attrapé des champignons. Et voilà, je dirais à Gérard, tu sais, j'aime surtout la viande, je suis un carnivore, et j'adore le tourne-dos Maury. Bon, c'est vrai que ça passerait total inaperçu, dit par moi. Mais là, la personne qui le dit, quand même, il y a un côté, je pourrais peut-être essayer de vous le faire, comme il l'a fait. Personne frêle. Puisqu'on est dans la journée des imitations. Ouais. La très belle journée des imitations. Journée mondiale. Allons-y. Peut-être vous-même, vous avez un talent d'imitateur, Olivier, non ? Énorme. Ah. Vous êtes capable d'imiter qui Personne, j'ai peur. Alors, voilà, moi je vous le fais, hein, tel que j'imagine il a pu le faire quand il a répondu à la question de ce journaliste. D'ailleurs, pour être très précis, ce n'était pas la question d'un journaliste, mais d'un lecteur. Car c'est un lecteur du Parisien qui interrogeait notre personnalité en question. Et cette personnalité a dit « J'aime tout, surtout la viande. Je suis un carnivore. » Général de Gaulle. Vous connaissez beaucoup de lecteurs du Parisien qui ont interrogé le général de Gaulle. Non, je ne sais pas. Le Parisien libéré, à la limite, mais pas le Parisien d'aujourd'hui. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un acteur ? C'est pas un acteur. J'aime tout. C'est un homme un peu rond, un peu enveloppé. Ah, rond, c'est pas le mot, mais costaud. Mais c'était pas Bourville, là ? Non. C'est un Français. Là, je vous aurais fait. C'est un joueur, c'est un sportif. Je vous aurais fait. DSK. J'aime tout. Surtout la viande. Je suis un carnivore. Ah mais quand vous faites ça, on revoit vivre Fernando. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est magnifique. C'est pas un politique alors. Ce n'est pas un politique, Gérard. Ouais. C'est un Bourville. sportif. Un sportif. Non, c'est quelqu'un qui a répondu la semaine dernière. C'est un sportif. C'est un sportif. Chabal. Chabal. Bonne réponse. De Titoff. Mais franchement, je veux pas dire, mais ce qui m'a vachement aidé, c'est ton imitation. Merci. C'est un mec qui aime la Eh viande. oui, c'est- Chabal, il a un côté carnivore. C'est une marque de steak. Et en plus, c'est une marque de steak. Ah non, Voilà. c'est Charal. Charal. Ah ouais. Ah oui, c'est pas loin. Ah ouais. Non, c'est Bigard. Jean-Jacques Vanier n'est pas carnivore, mais en ce moment, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se prend pour une femme. Sur scène, toujours est-il. Vous arrivez en robe au théâtre ou vous changez sur place ? Non, je l'enfile mentalement. Ça nous arrive aussi. Jean-Jacques Vanier, elle, à la Pépinière Théâtre. Courez-y, c'est le nouveau spectacle de Jean-Jacques, écrit par Jean-Jacques Vanier et François Rollin, mis en scène par le professeur lui-même. Merci Jean-Jacques, à demain, 16h. Évidemment, le rendez-vous est pris, Laurent Ruquier, demain 16h. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1.